Bonjour à tous, j'enregistre un petit message juste avant ce podcast pour vous prévenir de deux petites actus me concernant. La première, c'est que Trip to Sky, mon jeu de rôle, est sorti parce que je sais qu'il y a des gens qui ne s'informent sur mes sorties que par le podcast de la cellule. Donc voilà, je voulais avertir en début de podcast de la sortie de Trip to Sky, d'une part, et d'autre part, je voulais vous dire que j'étais en train à l'heure actuelle de travailler sur un jeu de société coopératif, Lolirock, pour ma nièce Suzanne, et que je postais régulièrement en ce moment des vidéos sur YouTube pour parler de ce projet. Donc là, même chose, si vous ne vous informez de mes sorties que par la cellule, j'ajoute ce petit message pour vous le dire. Et puis en plus, ça tombe très très bien parce que figurez-vous que l'idée de ce jeu coopératif autour de l'univers de Lolirock m'est venue après l'enregistrement du podcast que vous allez entendre, à savoir après un week-end passé en compagnie d'Adrien et Natacha, où Adrien m'a notamment fait découvrir le jeu de coopération Ion's End, j'espère que je le prononce bien. Donc voilà, je trouve ça très à propos de vous le signaler à cette occasion. Merci beaucoup, je vous laisse avec votre podcast. À très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule aujourd'hui avec Adrien et Quelque Isaac. chose vient de tomber sous les lames de ton parquet. Ah oui. Donc référence. Toujours la même carte qui passe. Parce qu'on a passé toute une partie de la soirée à récupérer une carte qui était passée sous des lattes du plancher. Effectivement. Alors que la probabilité était très faible que la carte Une soit sur un million. Et on a été obligé de démonter une des lattes du parquet quand même, quoi. Donc Adrien Cahuzac est avec nous. Il a ramené des jeux de société et Natacha Forel est avec nous également. Voilà, bonjour. vous avez reconnu mon doux rire mélodieux. Exactement, tout à fait. Qui a fait péter les oscillations. C'est toujours pareil, parce que quand je vous demande test micro, tout le monde parle bas ou alors tout le monde chante. Et puis après... Et puis dès que ça démarre, voilà, c'est quand fini, la quoi. conversation C'est commence, fini. c'est parti. Et nous sommes également avec Flavie Briand. Flavie, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons... Alors, tu as ramené un gros truc, là, Ion's End. Exactement. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui ? Non. On Alors, va l'utiliser comme illustration, mais c'est pas de ça dont on va parler. Moi, le sujet que j'amène aujourd'hui, c'est le fluff sur dans les emballages. Les jeux de société. Non, d'accord. Dans les emballages, c'est un prochain podcast. Natacha est en train de préparer sa thèse de Ouais, doctorat c'est ça, dessus. tout à fait. Faut qu'elle a vraiment un peu avancé. Donc, le fluff dans les jeux de société. Un peu le seul Exactement. truc qui m'intéresse dans Magic, vraiment, En gros, par exemple. pour faire une définition Alors, plus jeu claire, de plateau, hein, peut-être. on peut Parce que jeu de rôle... Plateau, Non, carte. Moi, j'ai pas de problème. On pourra généraliser. On verra où ça nous amène. En D'accord. gros, c'est comparativement au jeu de rôle, le jeu de société, le jeu de plateau, le jeu de famille, c'est des jeux. Alors, je vais m'inscrire dans un cadre réduit de cet univers-là, parce qu'il y a des jeux qui ne s'inscrivent pas dans ce dont je vais parler. On va détailler tout ça. D'accord, ouais. Je parle des jeux qui sont avant tout une mécanique, c'est-à-dire des jeux où les coûts jouables sont dénombrables. D'accord ? D'accord. Donc, par exemple, je n'entends pas les jeux comme Il était une fois, dans lequel c'est la parole qui est support de jeu. Ou alors les jeux comme Mysterium, où c'est l'interprétation des joueurs qui est... Donc, tu exclus le jeu de pardon. rôle du champ. Alors, c'est dommage parce que Mysterium, j'aurais bien utilisé comme exemple. Alors, on en parlera peut-être, mais moi, ceux que j'avais en tête d'abord, c'est ces jeux qui pourraient n'être que des éléments mécaniques et qui, en fait, vont et sur lesquels rajouter on une rajoute couche. plein de choses pour plein de raisons, et c'est un petit peu toutes ces choses que j'ai envie de discuter, le pourquoi, à quoi ça sert, vous, comment vous le vivez, qu'est-ce que ça apporte au jeu ou qu'est-ce que ça limite dans le jeu. Enfin, il y a plein de choses qu'on va pouvoir développer là-dessus, mais en gros, c'est un peu ça. C'est se dire, tous les jeux pourraient être des jeux comme les échecs. Très mécaniques. Très mécaniques. Dans les échecs, il y a un univers. Oui, dans les échecs, il y a un univers. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, il y a des jeux de société qu'on appelle les jeux dits abstraits. Oui. Tous les jeux pourraient être des jeux abstraits, mais ils ne le sont pas. Abalone, par exemple. Abalone, par exemple. Ouais. Le puissance 4, enfin voilà. Reversi aussi. Voilà, des jeux où c'est du mécanique, du mathématique presque. Et malgré tout, aujourd'hui, les jeux qui ont le vent en poupe, énormément de jeux qui ont le vent en poupe, c'est pas tant ces jeux abstraits, qui sont pourtant le cœur, on va dire, de comment fonctionne le jeu, c'est plutôt des jeux où il y a un univers, où il y a une esthétique. Ça, c'est le premier élément. Mais après, on voit qu'on peut creuser là-dedans. C'est que Ion's End, je l'ai pris comme exemple parce que
il a un univers, il y a des personnages. Donc, chacun va jouer un personnage face à un gros monstre. C'est un jeu coopératif de deck building. Comme ça, on donne un peu le contexte très rapidement. Et chacun d'entre nous a un personnage. Donc, il y a sa tronche sur le truc, et au dos de la tuile du personnage, on a l'histoire du personnage. D'accord. Et il a un pouvoir spécial. Il a un pouvoir spécial, donc il y a des aspects mécaniques, mais il y a des aspects qui sont on n'aurait que pas fiction. pu se passer de C'est ça. cette histoire ça. du personnage. C'est ça. Et c'est vraiment beaucoup plus que juste une illustration. Il y a des jeux où il y a juste de l'illustration. Là, ici, sur ces Là, il y a cartes-là beaucoup de plus que ça, Ion's End, il y a au moins, je sais pas, une trentaine de petites lignes pour raconter toute l'histoire, Pour tous les personnages, tout l'arrière-plan pour du les personnage. monstres qu'on affronte. Il y a un peu d'histoire dans le livre de règles, etc. Donc il y a des jeux qui poussent ça très très loin. On peut penser à Magic aussi. Magic, Alors, les premières dire. éditions, Ouais. il y a Même encore aujourd'hui. l'illustration qui prend la moitié de la vignette. L'illustration ne sert à rien. Ah si, Enfin, si. Non mais d'un point de vue mécanique, Ah si, énormément d'un point de vue mécanique. Elle permet de repérer la carte sur le bord. Oui, c'est mais très non. important. En fait, non, Et dans le remarque, paquet. c'est pas de la mécanique pour moi. Si. Ben non, ça ne va pas changer les interactions Ils entre deux cartes. ils auraient pu faire Y a pas des de dessins, règles des dans dessins la non mécanique. figuratifs. Non mais ça Il pourrait y avoir des dessins non figuratifs ou enfin. Ah non mais vous rigolez ou quoi? Il y a des joueurs de. En fait, je pense que ok. remarque, tu ne comprends pas ce que je dis en fait. Bah, tu je t'en prie, projettes un autre développe. Hein. Tu projettes autre chose dans ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que, en gros, imagine-toi, Magic, un ordinateur pourrait y jouer. Oui, tout à Il a fait. besoin des coups en mana, des forces endurance des créatures, des types des cartes et de la règle. Mais il n'a pas besoin de l'illustration, il n'a pas besoin de la couleur de la carte, il n'a pas besoin Mais nous du ne sommes dessin pas au des dos de la carte. ordinateurs, Adrien. Nous, Oui, non, nous mais avons attends. besoin de tout ça. Oui, bah, c'est Ok. tout le sujet du podcast. C'est D'accord, ok. de tout ça dont je veux parler. Très bien, ouais. Ok. Et ce que je décris, c'est que dans Magic, l'illustration, le petit texte en italique qui est en bas de la carte, tout ça, fondamentalement, pour le gameplay, on va dire, On dit, tel qu'il serait écrit pour est-ce qu'on pour pourrait une IA, dire c'est inerte d'un point de vue mécanique. c'est ça, c'est inerte d'un point de vue mécanique. Voilà. Alors, Et, et ça, on peut le trouver dans plein de jeux. et ta question, c'est pourquoi encombrer finalement nos cartes et nos trucs d'éléments qui sont inertes de façon mécanique? Ce serait Alors, ça ta question? j'emploierais pas le mot encombré, Bon, à quoi sert parce le que moi, il fluff n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Ça Pourquoi existe. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? À quoi ça sert? Est-ce que c'est toujours utile? Est-ce que c'est mal employé? Est-ce que c'est bien employé? Comment C'est génial comme question. ça intervient quoi dans ce J'adore. milieu-là? Et alors moi cette question, en Natacha. plus elle a surgi après que j'ai discuté jeux de société avec un collègue qui joue beaucoup aussi donc à qui je parlais donc de Ion's End, de Gloomhaven, dont on reparlera aussi. Et donc il m'a dit, quand je parlais de Ion's End et Gloomhaven, il m'a dit ah mais en fait tu fais du jeu de rôle. Alors j'ai pris une grande inspiration. J'ai dit oui, mais c'est pas ce dont je parle. Excellent. Et donc, du coup, je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a une confusion entre les deux qui vient de ce fluff, je pense. Du fait qu'il y a des personnages particuliers, construits. Et moi, toute cette réflexion-là, elle vient Adrien. de deux éléments principaux. Le fait que je joue beaucoup de jeux de société avec Natacha, Natacha est très attachée aux univers de ces jeux-là, de plateau. C'est Typiquement, moi j'aime beaucoup Race for the Galaxy. Natacha trouve les mécaniques intéressantes, mais elle me dit si c'était avec des elfes, des nains dans un univers Medfan, j'aimerais. Là, pas autant quoi. J'aimerais un peu plus. Ouais, voilà. T'aimerais un peu plus si c'était médiéval Voilà. fantastique que si c'était du space opéra Il y a finalement. plein de jeux dans lesquels Parce que les je règles suis pas très sensible. les à règles Space pourraient Opera. être intéressantes pour Natacha. Elle dirait oui, les mécaniques, ce que ça fait d'un point de vue gameplay, c'est intéressant, mais l'univers m'est tellement opaque que j'ai pas envie d'y jouer. Bah, typiquement, Zombicide. Le Zombicide, ça me parle Ouais. pas du tout parce qu'il y a des zombies, quoi. C'est ça. Ou alors, on peut parler aussi de le jeu dans l'univers de Warhammer 40 000, tu sais, où tu joues l'escouade Ah dans oui, Space Hulk. allons. C'est un jeu de cartes. Dark quelque chose, non. Non, bon, peu importe. Un jeu de cartes où chacun joue 2 Space Marines qui vont explorer un vaisseau où des Genestealers vont tomber sur l'équipe. Et en gros, il faut se placer. Les monstres arrivent par des ventilations. Il n'y a pas Marines dedans? Dans le titre? Je sais plus. Bon, peu importe. En gros, c'est un univers qui est très orienté Warhammer 40 000, donc des nazis de l'espace qui luttent contre des aliens de l'espace avec des grosses armures et des gros flingues et machin. Et l'esthétique est étanche à Natacha, hermétique à Natacha, complètement hermétique. Étanche à Natacha. Étanche, ouais, hermétique, c'est pareil. Ouais. Et, Tu es une boîte. et du coup, elle refuse d'y jouer.
Donc il y a ce premier élément-là. Mais c'est pas que Natacha qui a... Enfin, moi, il y a aussi cet élément-là qui peut me toucher parfois. Il y a des jeux sur lesquels juste l'esthétique... Moi, ou les juste... zombies, ça va pas me plaire non plus. Voilà. Et le deuxième moment où j'ai à réfléchir autour de ça, qui a amené une autre axe de réflexion, c'était quand j'ai présenté Race for the Galaxy à Romaric, et où Romaric a pris plaisir à jouer au jeu sans connaître toutes les règles, enfin sans avoir intégré, on va dire, toutes les règles et toute la dynamique du jeu, Ouais. mais en jouant autour de l'esthétique des cartes et des noms de cartes, en disant une fédération galactique, ça va bien avec la confédération de je sais pas quoi. Et puis une banque interstellaire, ça va bien avec ça, parce que c'est... Ouais. Il y a la même thématique, il y a les mêmes mots-clés qui Toutes ces reviennent, cartes, c'est etc., autour de etc. l'Imperium, alors on va jouer Ouais. l'Imperium. Ouais. J'ai noté qu'il y avait une vraie récompense dans Race for the Galaxy à la recherche du respect de l'esprit de la planète que l'on joue. Je sais plus de la faction qu'on joue. Ou des cartes qu'on a Ouais. posées devant nous, en Ouais, fait. ouais, En ouais. fait, Race for the Galaxy, c'est un jeu d'engine building, c'est comme ça qu'on le définit un petit peu avec nos amis, c'est-à-dire c'est un jeu où au début on est assez égaux entre joueurs, c'est-à-dire que nos capacités d'exploration et de pose de cartes et d'exploration de l'univers du jeu sont égales, mais au fur et à mesure qu'on pose des cartes en jeu, ça nous oriente vers des stratégies, on est plus efficace dans certains domaines que dans d'autres, et donc on a tendance à créer une stratégie, une petite machine qui fonctionne bien ensemble en fait. Et il s'avère que ça pourrait être que de la mécanique, mais le nom des cartes, l'esthétique des cartes fait que ce qui fonctionne bien ensemble fonctionne bien aussi ensemble d'un point de vue sémantique et d'un point de vue illustration et d'un point de vue couleur, thématique, etc. Et là, une des grandes questions là-dessus, c'est à quel point c'est voulu par les auteurs ou pas, en fait, par exemple. Ça, c'est une question qui m'est venue. Est-ce que c'est systématiquement cherché par les auteurs de jeux ou pas ? Ah là là, Moi, j'ai c'est déjà, un sujet hyper vaste. Hein, J'ai putain, j'ai déjà plein de points. Je sais pas si on va avoir le temps de tout traiter. En gros, Par contre, c'est efficace. on a fait une sorte de petite introduction. Maintenant, moi, les trois grands axes que j'ai en tête, c'est que l'esthétique dans les jeux, je vois trois manières dont elle arrive dans les jeux. Une première manière, si on prend directement l'exemple précédent de Race for the Galaxy, qui est une manière presque tutorielle. En gros, se dire, on met de l'esthétique et du fluff et des choses comme ça pour que ça aide les joueurs à comprendre la logique du jeu. Et là-dessus, c'est quelque chose qui est un peu proche du jeu dit à l'européenne ou à l'allemande, où la mécanique préexiste et la fiction est rajoutée par-dessus, soit parce que les gens s'attendent à en avoir une, il y a des jeux qui font ça très mal, et donc il y a la fiction qui est mise parce qu'on s'attend à l'avoir, mais pour certains, je pense que c'est aussi un moyen de colorer et de montrer qu'est-ce qui marche bien ensemble, etc. Et vu que c'est rajouté a posteriori sur des règles préexistantes, ça joue le jeu. La deuxième manière de les faire intervenir, j'ai l'impression que c'est ce qu'on va appeler les jeux Ameritrash. C'est-à-dire, c'est avant tout, les auteurs créent un jeu dans un univers. Un jeu Star Wars, un jeu Harry Potter, Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, etc. Et où l'univers préexistant, les mécaniques doivent coller à l'univers. Et donc, parfois, le lien même entre les deux n'est pas forcément si évident que ça, mais il faut que l'univers soit présent, quoi. Et donc, l'univers est présent forcément parce que c'est une licence. Et le troisième élément, c'est quoi ? Et le troisième élément, je me demande si c'est pas je mets un univers parce que c'est attendu, en fait. Donc un élément marketing presque. Ouais, presque un élément marketing. Je mets un univers parce que c'est attendu. Je vais mettre des dragons parce que c'est vendeur. Je vais mettre des zombies Avec parce des que c'est frontières vendeur. qui, je pense, sont parfois floues. Hein, Donc, parce que- Typiquement, enfin, il y a une période dans les années 2010 où il y avait énormément de jeux vidéo de zombies. Il y en avait à toutes les sauces, quoi. C'est-à-dire, quand Natacha me voyait mon interface Steam qui se lançait, elle me disait mais attends, mais t'as combien de jeux de zombies là-dessus qui te sont proposés en promo, machin. Et c'est aussi à ce moment-là que beaucoup de jeux de plateau de zombies sont sortis. Donc, est-ce que cet effet de mode... The Walking Dead, hein, Donc je pense que... on rappelle les trois éléments. Un élément tutoriel, donc Ouais. finalement un univers qui sert les éléments mécaniques du jeu, leur rétention, etc. Deuxième élément, ce que tu l'effet appelles de licence. Ameritrash, effet licence. On utilise un univers, finalement, la licence d'un univers pour sortir un jeu C'est ça. qui pourrait être X ou Y. Et qui peut être bien, qui peut être nul. Il n'y a pas de Et jugement je de me valeur. souviens Moi, il y de a ça des- aussi il y a- dans le jeu j'ai- vidéo. J'ai des très très bons exemples de jeux Ameritrash qui sont peut-être partis de la licence. Dune, qui font par des très exemple. bons jeux. Ouais, exactement. XCOM, Battlestar Galactica. Battlestar c'est Galactica, moi, c'est mon jeu de plateau Le préféré. donjon de Nullbuck, le donjon Et- de Nullbuck est un excellent jeu de plateau. Dernier élément, un élément. Alors là, c'est compliqué de ne pas le rattacher au 2, tu vois, le 3. Parce que L'univers pour qu'il soit là.
Ouais. En fait, là, je pense. J'aimerais que tu le développes un peu pour comprendre Ouais, un peu mieux. c'est peut-être celui où j'ai le moins d'exemples, mais en fait, il y a des jeux qui sont tellement abstraits dans leur mécanique et l'univers semble un peu collé dessus. Ouais, par accident ou parce qu'il en fallait un ou. Ou alors, il y a Est-ce que c'est pas ma catégorie de les jeux que j'arrive pas vraiment à caler dans les autres et qui sont un peu nuls et Est-ce du que coup, tu je fais sais leur catégorie à part. ce que j'allais te poser la question, c'est est-ce que c'est là-dedans que tu rentres les jeux qui ont les mêmes mécaniques et qui sont adaptés dans plusieurs univers, typiquement Peut-être, ouais. Hero Realms Ouais. et Space Realms. Hero Realms, Non. Star Realms. Star Realms, oui, c'est l'inverse. La lettre pour la princesse, là aussi. Love Letter. Love Letter, parce que ça a été adapté en plein d'univers. Et donc, au final, l'univers, quelle est vraiment sa pertinence? Il y a celui auquel on a joué à Toulouse, là aussi, tu sais, qui reprenait Ghost Stories et qui était un copier-coller de Ghost Stories, mais dans un univers Medfan. Oui, ça pourrait être le cas de celui-là, effectivement. Ce qui était rigolo, c'est qu'au début, je pensais que c'était genre un plagiat de Ghost Stories, sauf qu'en fait, c'est le jeu suivant du même auteur. Donc en gros, c'est l'auteur qui s'est plagié lui-même en faisant une nouvelle version qui a changé quelques petites variantes. Alors comment tu résumerais le point numéro 3 ? Je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Alors, hein. moi, Je j'ai sais l'impression que dans le point numéro 3, il y a plusieurs choses. Il y a. Est-ce que le En numéro... gros, on a des mécaniques et il faut, pour la boîte, qu'il y ait un truc un peu vendeur et on cale un truc dessus. C'est rigolo parce que c'est. Il y a des jeux pour enfants pour lesquels je me pose la question. S'il n'y avait pas juste une mécanique et on a mis dessus, par exemple, Batawaf, par exemple, où c'est un jeu de cartes pour déterminer des grandeurs de chiens. Et en fait, ils ont choisi des chiens, mais ça aurait pu être des chats, etc. Enfin, peu importe. Voilà, c'est un moment, ils ont choisi Batawaf. Et voilà. Enfin, d'ailleurs, ça a été décliné en plein d'autres choses que des chiens. Donc, c'est la preuve que c'était pas... Voilà. Et sinon, alors, c'est rigolo que tu aies parlé, en fait... de choses qui se ressemblaient parce que j'ai marqué quand on a pompé une mécanique, parce que dans l'univers du jeu de société, il me semble que les mécaniques en fait peuvent être prises. C'est pas considéré comme du plagiat en fait de prendre en fait des mécaniques. Et en fait moi ce que j'ai pu voir c'est dans le timeline qui était repris en fait à plein d'autres sauces avec plein d'autres présentations différentes pour faire c'est pas le même jeu mais en fait c'est quand même un petit peu le même jeu hein. Et t'es sûr parce que alors moi de Timeline ce que j'ai vu c'est qu'il y a eu plein de variantes oui, de Timeline. Mais moi j'ai vu je pense que c'est la même maison d'édition je me trompe. Oui alors moi j'ai vu d'autres équivalents de Timeline. D'accord. Je sais plus comment ça s'appelait et où par exemple notamment en pédagogie il fallait classer les œuvres d'art dans le bon ordre. Tu vois, et où là du coup on change évidemment la présentation et le nom parce que faut que ça ait l'air différent. Question de droit peut-être aussi. Ouais, je pense aussi. Non, vas-y, termine, mais en fait, il y a une distinction qu'il faut qu'on fasse que je pensais faire moi en début de podcast. En fait, à mon avis, à un moment donné, il faudra qu'on fasse une distinction entre le fluff et l'univers. Ouais. Je suis bien d'accord. Parce que c'est pas la même chose d'avoir une esthétique autour du jeu avec des illustrations, des choses comme ça. Et en plus de ces illustrations, du texte rajouté pour te parler donc on va vraiment parler du fluff. Donc, moi, je vois pas de différence entre une illustration et un texte qui est là pour rajouter quelque chose. La différence, c'est que le texte, je pense que Flavie et moi, on est les seuls à les lire, par exemple. Ouais. Je pense pas qu'on soit les seuls, mais dans le jeu de rôle, c'est évident la différence. Alors, moi, le contre-exemple que j'ai à ça, c'est que par exemple, dans Race for the Galaxy, il y a plein de cartes où, genre, après 200 parties, j'ai regardé l'illustration. C'est-à-dire qu'avant ça, je jouais des cartes, je les reconnaissais de loin parce que j'ai l'habitude de l'avoir, mais je n'avais jamais regardé l'illustration activement. Oui, mais la définition de inerte mécaniquement à cet endroit-là, elle est valable. Oui, mais en fait, là, je le disais en opposition à Natacha qui disait il y a les éléments d'illustration, etc., qui développent l'univers, et il y a le fluff qui est le petit texte en plus. Bah non, parce qu'en fait, j'ai la même interaction avec l'illustration sur la carte qu'avec le bout de texte. Disons que je lis pas. Les le deux, je ne fais pas attention. fluff va avec des illustrations, mais les illustrations sans le texte, c'est pas le fluff dont on parle. Je sais pas, je suis pas super d'accord avec la distinction. Je pose la question. Pour moi, en fait, le terme fluff, c'est un petit peu tout ce qui, dans ce qui pourrait n'être que de la mécanique, tout ce qui vient colorer en fait, en créant tout ça crée de l'univers en fait. Dans Aeon's End, autant les illustrations
que la boîte à quoi elle ressemble, que le passage d'introduction dans le livret de règles qui donne le détail de l'univers, que le texte derrière les feuilles de perso, que le texte derrière les monstres, tout ça participe via du fluff à créer cet univers de ce jeu. Alors, au-delà, moi je vois plein de raisons pour lesquelles on peut mettre du fluff, mais je vais poser vraiment la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment une question presque philosophique pour toi en fait. C'est en lien avec l'art. Est-ce que, en fait, l'être humain a besoin de créer des choses au-delà même de belles, des choses créatives, etc. Flavie. Il a besoin de donner un esthétique à son espace, en fait. Et en fait, la question que tu poses, c'est l'art a-t-il besoin d'être utile ? Parce qu'en fait, moi, je trouve que ça rejoint cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que quand on crée quelque chose, ça a besoin d'être utile dans le jeu ? Peut-être juste, c'est pour que ce soit beau, en fait. Peut-être que c'est pour que ça plaise. Et est-ce que ça a besoin de servir à quelque chose ? Pas toujours, mais est-ce que c'est... Attention, il n'y a pas de jugement de Non, valeur. je sais bien. y a pas de Je sais jugement. bien, mais c'est la question de moi, l'art à ta- a-t-il à ta besoin d'être question, utile ? en L'art fait, a-t-il besoin d'être utile ? Moi, la réponse que je donnerais, c'est qu'en fait, dans le cadre d'un jeu, tout ce qui est mis a une utilité. Pas forcément l'utilité qui est pensée par le créateur, mais en tout cas, tout a un impact sur le jeu. Parce que typiquement, il y a des joueurs ou des joueuses comme Natacha qui ne vont pas choisir tel perso parce qu'ils n'aiment pas son fluff. Ah ben moi, clairement, Et donc, dans forcément, c'est un Hansen, effet mécanique. mais parce que- dans Magic aussi, pour moi. Moi, par exemple, tu me verras... Il y a des trucs que tu me verras jamais faire. Moi, Et- j'ai pas envie de jouer rouge, par exemple. Attendez. Mais on Ça, dérive, là. C'est pas un effet mécanique, Adrien, parce que tu m'as repris Alors, tout à pardon, l'heure quand je c'est t'en pas, ai c'est parlé. pas un effet mécanique lié aux règles du jeu, Ouais. mais c'est un effet qui est, on va dire, plutôt du niveau au-dessus contrat-social, tu vois. Il faudrait qui est que- distinguer plusieurs niveaux. Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. ça, exactement. Je suis d'accord. Il y a un niveau, on va dire, mécanique. J'aime bien ton image des ordinateurs. Si des ordinateurs jouaient jouaient à ce jeu, comment une intelligence artificielle appréhenderait les cartes, etc. Il est évident qu'une intelligence artificielle ne va pas appréhender les cartes Magic en fonction de leurs illustrations. Ouais. Les données qui vont être entrées par le designer de cette intelligence artificielle, si on parle bel et bien d'une intelligence artificielle, Qui joue pour gagner. d'intelligence calculatoire Ouais. et non pas esthétique, parce que on est loin des 8 intelligences là, Flavie. C'est-à-dire que je vois bien là où tu veux nous emmener avec la question que tu as posée à Adrien. Non, ça n'avait rien à voir avec les 8 Ah, intelligences, d'accord, Romaric. ok. C'est juste une question Je pensais. globale sur l'art. Il y a plein de gens qui posent la question de à quoi ça sert de créer. À quoi ça Ok. sert de créer. L'art, c'est pas utile, etc. Et là, actuellement, il y a quand même pas mal de gens qui sont obligés de rappeler que l'art n'a pas besoin d'être utile pour avoir le droit d'exister. Donc entendons-nous, le cœur du jeu, le cœur mécanique du jeu, c'est ce cœur qu'on mettrait à une intelligence artificielle pour qu'elle apprenne à jouer au jeu. On est OK là-dessus. Ouais. On a un deuxième élément qui est une couche esthétique qui va être plaquée sur ces mécanismes et qui peut, donc une deuxième couche esthétique, mais qui peut avoir des impacts quand des humains jouent à ce Ouais, jeu. c'est ça. D'accord. C'est Donc ce ça. serait le deuxième élément. Appelons-la la couche esthétique. Ça vous va comme Ouais. Très bien. Et cette couche esthétique, elle, d'un point de vue de créateur de jeu, elle peut avoir été décidée avant de développer la mécanique, elle peut avoir été décidée après et plaquée par-dessus, elle peut avoir été décidée en même temps. Et ça, c'était un petit peu les différentes... la première séparation que j'en faisais au début. Et puis, il y aurait un troisième élément qui serait une couche, là, alors qu'on a envie de dire, appeler le fluff, mais ce serait une couche non nécessaire, qui n'aurait pas d'impact du tout, en fait. Qui n'aurait aucun impact. Regarde, que la boîte... En fait- alors, est-ce que ça existe? Voilà. En fait, je C'est pense ça pas la que- question. je pense pas Voilà. que- je pense pas que ça existe. Très Parce bonne que question. tout élément qui est mis dans ta boîte, soit il n'est jamais vu, C'est possible, ça. enfin, c'est compliqué. Tu peux pas partir du principe qu'un élément mis dans ton jeu ne sera jamais vu, tu vois. En jeu de rôle, il y a des parties d'univers qui sont décrites depuis de toute éternité, par exemple à Vampire, à Qui L5R sont ou quoi, lus par qui le n'ont MJ. jamais été, qui sont sont au moins lus. lus par le MJ, Ouais, bien sûr, donc il y a un mais joueur qui qui n'ont les sans doute voit. jamais été, sans Il y a sans au doute moins, jamais- il y a au moins une personne qui les voit. Oui, tout à fait. Et donc forcément, ça a une influence, aussi minime soit-elle, tu vois. Hmm. L'influence peut être, ah, ça m'intéresse pas, j'ignore, tu vois. Mais il n'empêche que ça a été pris en compte. Il y a un moment donné où c'est passé... Donc en fait, on a juste ces deux distinctions entre le cœur mécanique et la couche esthétique. Ouais. Voilà. Et maintenant la question c'est, C'est quoi les interactions entre tout ça? Moi, Alors- je verrais un troisième niveau. Ouais. vas-y, je t'en prie. Les joueurs qui, comme moi, en fait, quand je joue à Hands Head, à Magic ou à plein d'autres jeux, en fait, j'imagine l'histoire qui est en train de se passer pendant que je joue. Ouais, moi, je suis un peu comme ça La aussi. couche Et- narrative. Et moi, en fait, D'accord. moi, généralement, si j'ai pas cette couche-là, et bah, ça va être compliqué pour moi de m'intéresser à un jeu.
Donc on a la couche esthétique et la Moi, couche c'est pas que narrative ça va qui sera être distinguée. compliqué, C'est c'est intéressant, juste ça. que je préfère. Et que du coup, s'il y Natacha. a du fluff écrit, bah, je vais prendre le temps de le lire. Quoi. Ouais. Je vais lire les pages de règles. Parce que ça va alimenter cette. Ouais, cette parce couche que ça va interprétative. alimenter ça. Mais parce que je pense qu'en fait, j'aime beaucoup le jeu de rôle et que fondamentalement, je préfère le jeu de rôle en fait. Donc. L'autre truc que je sais plus ce que je vais dire. Bon, Alors, Mais moi, c'est un truc qui me motive vraiment. Par exemple, hier soir, quand on jouait à Hans Head et que le truc qui correspond à la ville baissait, moi, j'imaginais des hôpitaux se faire C'est défoncer, vrai, les écoles se faire j'ai dit ça, ouais. c'est défoncer. vrai, t'as dit ça. Et du coup, moi, j'étais là, mais on peut pas laisser faire ça. Il faut qu'on aille buter ce monstre, en fait. Ouais. De la même façon qu'à Magic, j'avais tellement lu tout le texte d'ambiance des cartes que j'avais créé, avant que Saurin soit blanc, bleu, blanc, noir, un jeu blanc-noir avec des vampires pour accueillir Saurin quand il serait blanc-noir. Parce que j'étais à fond sur cette histoire-là. Moi, sinon, c'est un peu... Mais tu vois, on j'ai aurait besoin pu, de ça, moi. un joueur expert de Magic aurait pu se servir de la couche narrative que tu voyais pour essayer de deviner les cartes qui allaient sortir dans la prochaine extension. Le fait d'acquérir l'information que Saurin va devenir blanc-noir, c'est une information qui peut intéresser à un niveau très... C'est une question de fond de tiroir, mais voilà. Je reprends les distinctions d'Adrien tout à l'heure. Donc la raison tutorielle, ce serait l'idée que finalement la couche esthétique va servir à mieux appréhender C'est le ça. cœur mécanique. C'est ça. Et donc, quelque part, cette couche esthétique, si elle est bien faite, Elle devient mécanique. elle peut même nous permettre d'appréhender un cœur mécanique qu'on n'aurait pas été capable d'appréhender sinon. Ouais. Moi, j'ai un exemple pour ça. Ou alors qu'on aurait pu découvrir après avoir beaucoup joué parce que. Voilà. Parce que la pratique, on teste des trucs et au bout d'un moment, tu le découvres. Mais là, c'est peut-être une manière pour l'auteur d'indiquer et regardez. Voilà. Alors moi, Ça j'ai un peut exemple de marcher. ça dans le jeu vidéo. Alors je suis désolé, du coup, Ouais, je sors un mais- peu du jeu de société, mais c'est pas si différent parce que ça en qu'il fait. y a un hein. nom pour ça dans le jeu vidéo qu'on n'a pas D'accord. dans le jeu de rôle. C'est le concept d'affordance. D'accord. Le Je concept connaissais pas le terme. d'affordance, c'est l'idée que l'image esthétique qui est renvoyée à l'écran pousse le joueur à faire une action mécanique qui va dans le sens de l'image envoyée. Typiquement, Les le champignons tuyau de Mario. Les champignons de Mario. Alors le tuyau est beaucoup plus signifiant parce que le tuyau, donc le joueur voit qu'il s'agit d'un tuyau. Quand Mario se positionne sur le tuyau, il comprend que s'il appuie sur bas, il va inciter son personnage à rentrer dans le tuyau. Donc le fait que ce soit un tuyau et pas une table fait qu'on comprend tout de suite qu'il faut appuyer sur le bouton bas. C'est l'idée que le visuel du jeu va nous aider à mécaniquement intégrer des règles sans même qu'il soit nécessaire de les tutorialiser ou de les expliquer aux joueurs. Ah, c'est intéressant parce que ça, en fait, du coup, c'est un élément que j'avais pas du tout pris en compte dans ma réflexion sur ça. C'est que dans le jeu de plateau, en fait, il y a des éléments qui sont beaucoup plus détaillés et qui sont tellement uniformes qu'on a l'habitude de les voir. C'est que, par exemple, les points de vie, c'est rouge. Voilà. Et donc, quand on voit des jetons rouges, tout le monde pense que c'est des points de vie, en fait. Et on gagne un temps fou à expliquer cet élément-là, en fait. Alors voilà, alors il pourrait y avoir comme ça des règles de qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis. C'est-à-dire que quand on voit des jetons, par exemple, on comprend tout de suite que c'est une ressource qu'on va pouvoir dépenser, mettre de côté, etc. Et qu'est-ce qui est acquis au sens où c'est notre habitude d'avoir joué à plein de jeux de cartes différents qui fait que le concept de piocher, on sait intuitivement ce que c'est que de piocher, c'est-à-dire de prendre la carte du dessus du paquet et de l'ajouter à sa main. Là, tu vois, et là, on pourrait avoir des discussions à ce sujet-là. Mais d'une manière générale, on peut quand même dire que alors, il y a plein d'exemples pour cette histoire de tutoriel. Bon, moi, je pense à un exemple très particulier puisqu'il est personnel, c'est celui du Val. Ah, j'y pensais, je comptais en parler. Voilà, la complexité des règles du Val et toutes ces couches de règles qui viennent se rajouter parce que derrière, il y a une histoire qui les supporte et qui, du coup, les rend plus faciles à appréhender. C'est Vivien Féasson qui disait ça dans la vidéo de présentation du Val, qui montrait que l'histoire, en fait, permettait... Donc là, on est un moyen typiquement... Typiquement là-dedans. Ouais. Un moyen mémotechnique, exactement. Mm. On est typiquement dans cette version-là. Et ça, moi, j'en ferai une espèce d'extension. Quand je te disais tout à l'heure que le fait que le dessin de la foudre, il y ait une foudre dessus, tu vois. Enfin, alors, c'est pas tellement le fait qu'il y ait une foudre dessus, parce que quand il commence à y avoir plein de dessins de foudre différentes, ça marche plus ce que je raconte. Mais du temps où la foudre, le dessin, la foudre, c'était le même, on savait quand la carte était dans le cimetière, la reconnaître immédiatement. Et on gagnait un temps fou. Maintenant que Magic, il y a plein de versions différentes des cartes, que les dessins sont différents et tout, eh bien ça devient plus aussi simple que ça. Et on sait plus en regardant un cimetière automatiquement quelles sont les cartes qui sont dans les trucs. Il y a un énorme avantage donné au joueur qui connaît les cartes depuis longtemps et qui connaît les dessins
depuis longtemps et un joueur qui ne connaît pas ça. Bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr, ça c'est clair. Hein. Voilà. Donc ça aide aussi, c'est-à-dire que les dessins et les illustrations aident aussi à reconnaître des éléments de mécanique et donc à gagner du temps d'apprendre d'interaction mécanique, on va dire, pour faire simple. Moi, j'ai vu par exemple des gens bugger littéralement à Trip to Sky parce qu'ils étaient incapables de faire la distinction entre un D12 et un D10. C'est tout con comme truc. Ouais. Mais ça prend en fait. Nous, on a l'habitude maintenant de ces formes de dés. Mais ça prend. Il y a des gens qui... Parce qu'ils savaient moi, j'en pas- suis encore en phase d'apprentissage. Hein. Même avec le D8, alors écoute. L'exemple que je donne souvent, c'est plutôt entre le D8 et le D10. Le D8 et le D10. Oh là là, Oh là le là, D8 et le D10, cerveau, non, mais ils moi, sont c'est la perdus, quoi. confusion Ouais, absolue. moi, il faut 5 minutes de réflexion à chaque fois. Voilà, donc on se rend pas compte en fait de tout ce qu'on a appris aussi à force de jouer à tout plein de jeux. Comme moi par exemple, avant de faire la cellule, j'avais énormément de mal à apprendre des nouvelles règles. Maintenant, j'ai vu que à force de jouer à plein de jeux différents, maintenant un jeu comme Aeon's End, il y a 20 ans, tu m'aurais présenté ce jeu-là, j'étais incapable de le comprendre du premier coup. J'aurais été obligé de prendre plein de temps pour maintenant ça commence à Faire une venir. Donc il partie test. y a aussi une part d'acquis là-dedans, tu vois, dans le. Ah oui, c'est sûr. Le Moi, truc. c'est pareil. Hein. Moi, j'ai vu mes progrès de compréhension de Là, on est sur la règle et On moins est sur l'esthétique. Voilà, Enfin, c'est ça, sur ouais. le Ouais. fluff, Ah oui, l'univers. parce que c'est pas. Enfin, ouais, je pense pas que le fluff m'ait tant aidé que ça. Mais... Alors j'ai une petite question pour peut-être prolonger le débat. Est-ce que ça vous est arrivé de jouer à des jeux dans lesquels vous vous êtes dit non mais cet univers-là, avec cette mécanique-là, ça le fait pas du tout. Ou inversement d'ailleurs. Vous dire par exemple ah bah tiens, avec cette mécanique-là, j'aurais mis un autre univers. Ou inversement, vous dire tiens, avec cet univers-là, j'aurais mis une autre mécanique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Alors moi j'ai un exemple, hein, si jamais je vous laisse comme ça vous permet de réfléchir. J'ai Moi, l'exemple de j'ai- Keyforge. Moi, j'ai déjà joué à des jeux où, en fait, j'ai reconnu des mécaniques qui venaient d'ailleurs, et je me suis dit, bah en fait, je vois qu'ils ont essayé d'en faire quelque chose, mais c'est pas fou, quoi. Genre, je pense par exemple Adrien. au mécanisme de Robo Rally. Ouais. Donc, il y a un jeu de course de robots où on les programme, on met des actions en avance, on va mettre les 6 prochaines actions, genre je tourne à gauche, puis j'avance de 2 cases, puis je tire un laser, puis je recule, et puis voilà. Dans un labyrinthe avec des pièges, des trucs qui te poussent, des tapis roulants, donc tout un. Ça me fait rêver là. Donc, c'est un truc de programmation un peu Oui, plus oui, compliqué. oui. Et plus récemment est sorti un jeu, récemment, ça fait peut-être quelques années déjà, où on joue des démineurs qui utilisent des robots pour aller déminer. Et donc, c'est les actions, on va programmer des robots comme on programmerait les robots à Robo Rally, sauf que c'est dans un univers de déminage, donc ça fait qu'il y a les points de passage, au lieu que ce soit une course, c'est aller à la bombe pour Ouais. pouvoir faire l'action déminer, etc. Donc, on voit que ils ont voulu faire un jeu qui reprend ces mécanismes-là, parce que les mécanismes sont cool, ils voulaient faire un truc dans cet univers-là, sauf qu'en fait, c'est très personnel comme jugement, hein, c'est que moi, ça me vend pas du rêve, en fait. Je trouve, enfin, c'est pas. Ils ont voulu adapter le démineur du PC. Ouais, peut-être. Ouais. Il manque une. Donc il là manque c'est un quelque chose, ça accroche moins, quoi. ça accroche moins. Tu préfères Robo Rally. sûr, de Là, loin, du ouais. coup, tu compares les deux jeux et tu te dis, Ouais. quitte à avoir cette mécanique-là, je préfère C'est ça. Robo Rally que. Ok, donc ça, c'est un bon exemple, effectivement. Les filles, une idée, un exemple de jeu où vous vous êtes dit, tiens, la mécanique et l'univers vont pas ensemble ou... Bah moi, inversement, j'ai des exemples de Déjà. mécaniques qui fonctionnent très bien, genre Battlestar Galactica, qui est un jeu à traître. Bah oui, c'est presque une évidence en fait. Ah oui, d'accord. Mais Non. dans l'autre sens, sûrement en fait, mais juste que j'y pense pas. Ouais, là. d'accord, ok. Genre, j'ai la Ça, même peut-être remarque qu'ils vont que sur le revenir. truc de Robo Rally avec Bang et Katana. Ah, bah, je pensais à Bang. C'est rigolo. Attends, Bang, toi tu penses à Wanted. Bang Oui, et Katana, Bang c'est et autre Wanted, chose. c'est le même Bang jeu. et Wanted, c'est le même jeu, c'est juste qu'il a changé Il a de nom changé de d'une nom, mais édition c'est à le Ah, l'autre. parce que tout le monde l'appelait Bang en fait. C'est possible, Si, ouais. Et moi, Bang, je trouvais ça fun, mais Katana, moins. Bah en fait, fondamentalement, c'est le même jeu. Il y a juste une petite variante de règles qui sont que dans Wanted, si tu te fais éliminer, ou Wanted Bang, si tu te fais éliminer en début de jeu, t'es éliminé et t'attends que la partie s'arrête pour pouvoir rejouer. Et donc en gros, bah, c'est comme à Loup-garou de Terre sur lieu, c'est qu'en moyenne, tu te fais chier la moitié de la partie à attendre que les autres jouent, quoi. Parce que t'es D'accord. morto et tu te fais chier comme un rat mort pendant tout ce temps-là. Mm. Dans Katana, ils ont juste le seul petit truc qui change, parce que fondamentalement c'est le même jeu, sinon il y a peut-être des petites variations légères, mais c'est que quand tu es éliminé, quand tu tombes à 0 point de vie, t'es pas éliminé, tu perds un jeton point de vie qui est collectif à l'équipe. Et quand les gens d'une équipe ont été éliminés X fois, ils ont perdu. Quand les gens de l'autre équipe ont été éliminés Y fois, ils ont perdu. Et donc tout le monde continue à jouer jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant ou un perdant. C'est équilibré de façon à bien coller.
mais t'as pas ce sentiment de. Mais sinon, c'est les mêmes règles. Et donc, on peut comparer les gens en se disant on aurait pu mettre cette règle dans l'univers de Wanted, et on avait Wanted 2. Sauf qu'en fait, ce côté. C'est peut-être aussi parce que j'ai beaucoup joué à Wanted, et donc j'ai assimilé ça comme univers de cow-boy, mais le rôle de shérif, renégat et hors-la-loi a du sens dans Wanted. Dans Katana, je le comprends moins. D'accord. Alors, les noms sont changés, alors, mais j'ai la sensation qu'il y a aussi des, comment dire, pas des jugements de valeur, mais des goûts personnels qui rentrent en jeu dans tes réflexions. Complètement, c'est ce que je disais à propos de Natacha aussi au début. Moi, je sais que j'ai un peu le même biais. Hein. Moi, je sais que quand je rentre dans une boutique de jeux, que je vois qu'est-ce qui est de nouveau, mon premier truc, c'est d'abord quelles sont les boîtes qui ont l'air cool, soit un truc de science-fiction, machin. Est-ce qu'il y a un bon fleuve d'emballage ? Non, mais ça joue. Hein. La couche esthétique, c'est aussi un argument marketing. Oui, non, mais c'est sûr. Évidemment. Et c'est pour ça que dans mes 3 catégories, je disais, dans les 3 premières catégories que je méditais, c'est cette catégorie de on a mis un univers parce qu'il fallait en mettre un, tu vois. Voilà. Et marketing, et juste je voudrais rajouter un truc et après je rebondis sur ce que tu viens de dire, Adrien, parce que sinon je vais l'oublier. Et étiquette aussi. Si tu montres sur ton emballage un gros monstre avec des dents sanguinaires, tu indiques indirectement aux parents qui rentrent dans la boutique que c'est pas pour le petit Timmy qui vient d'avoir 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est qu'il y a aussi une dimension dans le choix des illustrations, dans le choix du public auquel on s'adresse. Pour moi, c'est la même chose que du marketing, en fait. Eh bien, c'est très bien. Okay, c'est la même chose. Parce qu'en fait, le marketing, c'est juste cibler ton public. Pour le séduire, pour le séduire, mais très, pour t'adresser au bon public, en fait. Tu ne veux pas perdre de temps à essayer de séduire des gens qui ne sont pas ton public. On est OK. Alors, là-dessus, il y a quand même une nuance, moi, sur un truc sur lequel je voulais parce que, donc, à partir du fluff, après, arrivent une autre catégorie de jeux ou d'autres éditions de jeux déjà existants qui sont les jeux qui se jouent en campagne, les jeux Legacy, donc comme Ion's End Legacy, comme Pandemic Legacy, comme Gloomhaven, où là du coup l'univers prend tellement de place que ça permet de jouer sur plusieurs parties d'affilée parce qu'il y a une dimension narrative avec un début, un milieu, une fin, et une progression des personnages, et une progression des personnages qui est à la fois en termes d'XP et donc de mécanismes, mais aussi une progression en termes d'histoire, avec des objectifs soit des objectifs à accomplir, par exemple pour Gloomhaven, soit des aventures ou des choses qui vont leur arriver au fur et à mesure, ou des traîtres qui vont se révéler. Pour moi, il n'y a pas de différence entre un jeu en Legacy et un jeu de plateau normal sur l'importance de l'univers, dans le sens... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est que dans Gloomhaven, quand on se retrouve à faire des choix de est-ce qu'on aide tel gens ou tel gens sur un événement en ville ou un événement sur la campagne, fondamentalement, ce qui est pertinent, c'est la mécanique. On fait un choix un peu à l'aveugle, donc nous, on le faisait entre guillemets roleplay en disant en équipe de good guy, donc on prend la solution qui a l'air gentille, mais fondamentalement on joue jamais vraiment nos personnages en rôle. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais du coup, donc c'est des choix mécaniques. Et donc en fait, que ce soit sur une partie ou 10 parties, il y a cette même interaction univers entre guillemets et mécanique de règles. Qui peut être alors non, aussi parce que Ion's End Legacy, on prend le temps de lire le contexte de chaque début de scénar. Oui, mais enfin... Gloomhaven, moi, je pourrais ne pas le lire, en fait, tu vois. Moi, je l'ai pas lu. Autre exemple, Gloomhaven, quand tu fais les rencontres D'accord. ville et campagne, avant de démarrer le scénar, tu ne vas pas directement au choix. Tu lis d'abord le contexte. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que le texte est là et c'est... Ouais. Alors, juste... Pour répondre à ma propre question, est-ce qu'il y a un jeu, est-ce que ça m'est déjà arrivé ? Donc, je voulais parler de Keyforge. Keyforge, donc, c'était le nouveau jeu de Richard Garfield il y a un an. Je ne sais pas s'il est ressorti depuis. Je vois, les mécaniques sont correctes, hein, j'y vois aucun problème. Moi, ce qui m'a empêché de jouer complètement au jeu, c'est la décorrélation qu'il y avait entre l'univers sur les cartes et les effets des cartes. Exemple, un ovni qui te fait piocher 3 cartes. Pourquoi ? Et 2 minutes après, un débarquement de machin qui va, par exemple, faire défausser des cartes à l'adversaire. What the fuck ? Si tu veux faire défausser des cartes à l'adversaire, alors là, c'est là que bravo Magic. Montre-le en train de perdre quelque chose. Voilà.
dans Magic, il y a une cohérence entre la couche mécanique et la Oui. couche Bien esthétique sûr, ouais. à tous ces niveaux-là. La défausse, c'est toujours quelque chose de cérébral. Sur la carte, il y a un mec qui se fait triturer le cerveau et on comprend que la main, c'est le cerveau, c'est l'esprit et qu'en fait, quand tu défausses des cartes, en fait, en gros, tu es en train de perdre la mémoire. Le fameux trou de mémoire, ou etc. Un trou de mémoire, c'est un mauvais exemple parce que c'est un contresort qui est en mode sous la bibliothèque, mais s'il y a une idée qu'on va fouiller dans la tête. Les cartes qu'on le vole, le dessin, C'est un piaf. les créatures, elles ont des ailes. Ouais. Hein, et d'ailleurs, il y a eu tout un tas de problèmes comme ça dans les premières extensions de Magic parce qu'il y avait des personnages qui étaient dessinés sur les cartes avec des ailes et qu'ils ne l'avaient pas. Des sphinx, par exemple, qui avaient des ailes et en fait, ils n'avaient pas le vol. C'est des autruches. Et ça a posé un nombre de problèmes. Le nombre de fois où j'ai vu un joueur de Magic prendre la carte de l'adversaire. Physalie, quand je prends la carte, Voilà. j'ai toujours un problème. J'ai l'impression qu'elle a le vol alors qu'elle vole pas. Parce que c'est un poisson qui est dans l'eau et qui évolue vers le ciel. Et Une donc, du méduse, coup, ouais. une méduse, et donc elle évolue vers le ciel. Donc on a l'impression qu'elle vole. C'est mon effet Le Metroid. nombre de hein. fois J'ai pas où l'impression. j'ai que vu c'est une quelqu'un prendre une carte en disant quoi, ça a le vol cette saloperie parce que le dessin il y avait pas d'ailes dessinées dessus, c'est incroyable quoi. Enfin et ça arrive. Donc Magic, bravo là-dessus. Ce que Keyforge ne fait pas. Moi j'ai trouvé que dans Keyforge il y a une décorrélation totale entre le nom des cartes et leurs effets effectifs. Je trouve J'y ai pas beaucoup joué, donc j'ai pas ce souvenir-là, mais je vois tout à fait le sentiment. Ouais. Je et ce comprends. sentiment-là, moi, je l'ai ressenti dans plein d'autres jeux. Je peux en citer un autre, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Je vois quand je joue au jeu de cartes, Valentin va me détester parce qu'il adore ce jeu, mais voilà, je suis Pardon, désolé Valentin. Valentin. Mais quand je joue à Yu-Gi-Oh! Je ne me vois pas en train d'invoquer des créatures et faire la nique à un adversaire, pas du tout. Je suis pas dedans Ce quoi. qui est dommage parce qu'il y Ces avait effets- un très bon potentiel. T'as des boîtes C'est l'heure de du texte écrits duel. en caractère 4. Les effets des cartes, c'est alors sauter du pied 3 fois, récupérer dans le cimetière, et quand elle arrive du cimetière, alors soudain vous piochez 3 cartes qui lorsque vous les piochez font ça. C'est que des trigger effects dans une petite boîte, dans une boîte de texte qui est haute de 2 cm sur 3, écrit en caractère 4, c'est imbitable. Si tu ne connais pas en fait toutes les cartes par cœur, c'est même pas la peine d'essayer de jouer, tu vas rien comprendre. Alors ça c'est pas le même point que ce que tu développais avant. Alors si, parce que Non, parce qu'avant tu disais Non. il y a une inadéquation entre la thématique de la carte Oui. et la mécanique de la carte. Oui. Et là tu dis il y a une sorte de surcharge cognitive sur la carte. Oui, mais cette surcharge serait tout à fait acceptable si c'était un jeu Death Note, par exemple. Ou dans lequel une série et attends, manga dans quand même, lequel Yu-Gi-Oh! les gens ils Yu-Gi-Oh! calculent. Dans l'animé Yu-Gi-Oh! Alors là, il y a peut-être une petite différence de niveau, mais dans l'animé Yu-Gi-Oh! Ils passent leur temps à faire de haha, mais ma carte que j'avais placée en piège, machin. Alors, oui, Il y a quand même une effectivement, dimension t'as cérébrale T'as pas alors, tort. qui est peut-être enfantine dans T'as pas l'animé, T'as mais pas qui est tort. quand même très présente. raison. Oui, t'as pas tort. Ok. Enfantine dans les premières Ok. saisons. Tu viens de mais- sauver. À mon avis, tu viens de Alors sauver. j'ai jamais joué au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Hein. Non, mais- Et non, j'ai mais- pas vu non, mais beaucoup c'est- non, d'épisodes mais c'est Yu-Gi-Oh! vrai. mais Non, mais j'ai c'est quand vrai. même ce... Mais tu vois, j'avais du mal à me projeter dans une fiction, si tu veux, telle que Yu-Gi-Oh! Semble la raconter, de deux personnages. Tu vois, même cet effet-là, tu vois, de deckmaster Mais du coup, en train de par contre, s'affronter. il y a peut-être Voilà. une différence entre le public cible de l'animé et le public cible du jeu de cartes. Parce que si les cartes sont aussi complexes, avec autant de surcharge cognitive pour comprendre l'effet de la carte, c'est pas le gamin de 12 ans qui regarde Yu-Gi-Oh! À la télé qui est la cible. Hein. Et donc, il y a peut-être un... Le gamin a grandi. Hein. C'est vrai, c'est possible, Enfin, voilà. c'est possible, effectivement. Voilà ouais. en tout cas un Ouais, exemple de bonne- jeu dans bonne- lequel j'ai trouvé que la couche dans Keyforge, typiquement, je trouve que la couche esthétique n'aide pas à comprendre les mécaniques. Elle vient même parasiter la compréhension des mécaniques, ce qui est gravissime. C'est-à-dire que là, on n'a plus une couche esthétique au service des mécaniques, mais l'inverse. C'est un peu le nom. Tu vois, dans ton truc du tutoriel, c'est un peu justement quoi. On a mis un univers parce qu'il fallait en mettre un, Contre-intuitif. mais ça aide en rien. Quoi. C'est le contre-tutoriel, tu vois, Ouais, c'est complètement contre-intuitif. Donc ça m'est arrivé là-dedans. Et puis maintenant, j'ai un exemple de cas dans lequel la mécanique est bonne et on a envie d'y voir un autre univers. C'est tous les exemples de hacks qui sont faits de tous les jeux de rôle. Quand on a envie de hacker un jeu de hacker un système de résolution, un système de jeu, pour jouer à ceci ou cela. Alors, c'est pas toujours qu'on trouve que à l'origine c'était décorrélé, mais en tout cas, c'est qu'on trouve que la mécanique en elle-même serait très à propos au service d'une autre licence ou d'un autre univers. Et ça arrive aussi. Et donc là, il y a tout un tas d'exemples, comme Apocalypse World, par exemple, qui a servi à faire tout un tas d'apocalypseries, comme on les appelle, etc., etc. On voit un jeu, une mécanique, et puis on se dit, tiens, mais ça serait super pour émuler du Saint Seiya. Ça a été le cas, par exemple, avec Jojo Bizarre Adventure de Jérôme S. On se dit, mais attends, ta mécanique, là, elle serait très très bien pour jouer à autre chose, etc. Donc ça, c'est un autre cas.
Mais là, tu vois, on est toujours sur le truc de l'affordance, c'est-à-dire le lien entre la mécanique et la couche esthétique. Et tu sais que ce truc-là est très très important parce que pour beaucoup jouer avec des enfants, s'il n'y a pas ce lien entre l'esthétique et les règles, ils ne retiendront pas les règles. Alors ça... Et non seulement ils ne retiendront pas les règles, mais plus ils seront jeunes, moins ils auront envie d'y jouer. Moi, je prends un exemple, c'est le corbeau. Alors, c'est bien le corbeau ? Ouais, c'est le corbeau. Où les enfants doivent... on doit se battre contre le corbeau et récolter des fruits. Et donc, c'est vraiment des petits paniers trop mignons, des petits fruits trop mignons. Avec vous à ça, je crois. Ouais. Ah bah, mes enfants, ils ont surkiffé ce jeu et mes élèves aussi. Et, c'était horrible. Il fallait ramasser les légumes et les fruits qui étaient restés dans les chambres des enfants. Parce que les enfants les ramassaient vraiment et les emmenaient dans leur petite boîte à en fait, ça avait tellement marché qu'il y avait un aspect vraiment doudou, en fait. Oui, les pièces devenaient précieuses, du coup. Les pièces du jeu en elles-mêmes devenaient précieuses. Et en fait, dans ce jeu, à chaque fois que j'y ai joué, il y avait vraiment, il finissait par avoir peur du corbeau. Enfin, et il faut pas qu'ils prennent les fruits. Et vraiment, du coup, en plus, ça les motivait. Il y a vraiment une motivation qui apparaît. C'est peut-être parce que je suis une grosse gamine aussi, mais cette motivation liée en fait au fleuve autour, moi, je la ressens. Je l'ai ressentie dans Hans Edge, je l'ai ressentie dans plein de jeux. Je la ressens dans Unlock. Dans Unlock, mon Dieu, si l'univers me plaît, genre Alice au Pays des Merveilles, je vais avoir un cœur de faire le truc. Tu vois, Alice au Pays des Marvel. Putain, tu viens d'inventer un concept trop bien. de ouf. Putain, mais Flavie, Alice au Pays des Marvel. Mais dépose le brevet immédiatement. Alice au Pays des Marvel, c'est juste énorme. Le brevet, c'est déjà Disney qui l'a, je pense. Donc, enfin bon. Mais qui possède absolument. Attends, ils possèdent Alice au Pays des Merveilles et Marvel, donc ils peuvent le faire. C'est fini. Bonjour, tu t'appelles comment ? J'ai poursuivi un lapin blanc. Je suis pas un lapin blanc, je suis Thor. C'est que ça marche pas en anglais. Ouais, oui, c'est vrai que ça marche pas terrible. Ouais. Enfin bon, dans Alice au Pays des Merveilles. Alice in Wonderbra, ça marche quoi. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Vas-y. Mais voilà, moi, cette couche esthétique, qui va avec les règles, donne aussi un surplus de motivation. Elle donne envie de faire ce qui est demandé. Je vois ce que tu veux dire en mode... En fait, c'est un peu comme un jour, les enfants acceptent de lire des livres sans images, mais c'est quand même mieux de commencer avec des livres avec images. Et moi, j'aime toujours lire avec des livres. C'est pour ça que j'aime bien Barat, tu vois. Enfin, Non, mais même, il y a un côté affectif, ça vient poser un côté affectif. Et moi, j'ai ce côté affectif quand je joue à des jeux. J'ai pas honte de le dire quand je joue par exemple à Magic. Si on commence à défoncer mes créatures, mais je peux te jurer que je vais avoir envie de les protéger. Et donc j'ai pris l'exemple du corbeau, mais j'aurais pu prendre plein d'autres exemples avec plein d'autres jeux de mes enfants. Là, on joue avec Pandore à un jeu où il y a des monstres en fait qui attaquent un garçon qui veut dormir. Pour moi, on est encore dans l'affordance dans ce que tu racontes. Oui, mais c'est la motivation, ça donne une motivation en plus. Mais non, alors la différence entre la motivation d'appuyer sur bas quand on arrive sur un tuyau ou dire que quand on arrive sur un tuyau, tu vois, on est amené à appuyer sur bas, la différence est très ténue. Évidemment, si tu mets une image de monstre dans un jeu de société sur une carte, tu amènes naturellement le joueur à penser que c'est quelque chose à éviter. Alors que si tu mets un cœur sur une carte, tu sais que c'est quelque chose de positif. Tu vois, les tokens tu vois, émotionnels vont servir. Là, on est encore dans l'affordance. Ce que tu dis là, tout ça, ça tombe pour moi sous le coup de l'affordance. C'est pas quelque chose de différent en fait. Ouais, c'est un des effets de l'affordance. En tout cas, je suis d'accord avec toi parce que moi, sur le Aeon Zen Legacy, du coup, maintenant, donc on retrouve les personnages que vous avez vus sur les cartons là, qui deviennent du coup des PNJ. Parce que tu montes ton propre personnage et en fait maintenant que je les connais un peu, j'ai envie de les aider, de les sauver. Vous nous l'apportiez la prochaine fois en fait, le Hansen Legacy. Legacy, le souci c'est qu'il y a des étiquettes collées partout. Ouais, c'est un truc où tu détruis en fait le jeu au fur et à mesure où tu y joues. Il y a des cartes qui se déchirent. Alors, par contre, si vous voulez, on peut acheter des kits de reset du jeu. Et où en gros les cartes défoncées sont réimprimées. On achètera ça et comme ça du coup. Alors, un élément que je voulais verser au dossier de notre podcast, c'est l'élément Dorian. C'est le moment Dorian. Moi, il y a Dorian et Yann Chauvière là-dessus qui me semblent intéressants. C'est dommage qu'ils ne soient pas là parce qu'ils auraient apporté, à mon avis, parce que c'est vraiment deux personnes qui sont enfin pas très hostiles, mais on va dire que hermétique, les univers, l'esthétique, la couche esthétique, ça ne les intéresse. Ils jouent avant tout à la mécanique. Voilà.
Alors pourquoi Dorian, moi je pense qu'un de ses arguments, un argument que j'ai souvent entendu. Dorian, c'est celui qui est interdit dans les bus en Indonésie, c'est ça? Non, le durian. Le durian chandelier. Tu confonds? Non, alors donc Je suis sûr de le connaître suffisamment bien pour avoir lancé. Dorian, c'est quelqu'un qui estime que la couche esthétique devient un problème lorsqu'elle devient en fait gênante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné où, à force de nous raconter l'histoire, tu nous empêches de jouer au jeu auquel j'ai envie de jouer. Et tu vois, c'est un peu le truc de... Oui. Alors, j'ai un excellent exemple. Vas-y. C'est on a énormément joué à Horror Arkham, le jeu de plateau, et au Contrées de l'horreur, le jeu de plateau, c'est une évolution d'Horror Arkham. Et en fait, c'est des jeux qui sont tellement longs à jouer parce qu'il y a plein d'actions, il y a plein de monstres, il y a plein de trucs qui se passent. On est en surcharge cognitive. En gros, c'est un de ces jeux de coop où la résolution du problème, comment faire qu'il n'y ait pas de méta-joueur qui joue tout le monde, c'est que c'est tellement compliqué à tout suivre en même temps qu'en fait, chacun joue son petit truc dans son coin et voilà, et ça fonctionne. Et dans ce jeu-là, il y a du fluff partout, mais des kilomètres. C'est-à-dire que en fin de chaque tour, tous les joueurs piochent une carte événement. Et la carte événement, c'est et il y a papy machin qui vous dit oui, il paraît que dans la maison. Et donc, tu as tout un kilomètre de fluff. Et puis, tu lis. Et au bout d'un moment, il est marqué faites un test de force. Et si vous réussissez, tac. Et donc, en fait, au début du jeu, les gens commencent à lire le truc, font on fait un peu l'ambiance et tout. Sauf qu'en fait, quand tu te rends compte que tu as fait un tour en une demi-heure de jeu et qu'il va falloir une bonne vingtaine de tours, les gens commencent à piocher les cartes en faisant faire blablabla, test de force 3D. Je jette les 3D, je gagne une torche. Et donc en fait, c'est un jeu où ce mécanisme de le fluff devient gênant au gameplay. Voilà. Et énorme. Et donc, je pense que les gens qui ont l'habitude d'être un peu gênés comme ça par ce fluff, parce qu'il faut savoir un truc aussi sur Dorian, c'est qu'il est comme moi, il est dyslexique. Et la lecture de textes très très longs et tout, écrit en écrit petit en caractère, c'est 4. en minuscule. C'est chiant en fait. Tu vois, il y a un moment donné où je peux comprendre dans l'histoire. Tu lui as dit, on va jouer à un jeu, on va pas lire un roman. Et voilà, c'est ça. Donc moi je comprends que dans son histoire aussi, Dorian ait été amené à se méfier énormément des univers trop, en fait, qui prennent à la fin trop de présence. Et moi j'ai la sensation que les gens qui parlent de fluff de façon péjorative dans le monde du jeu de rôle, c'est ça qu'ils veulent dire. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, arrête de me balancer comment ça marche l'entreprise X ou Y aux portes de machin et explique-moi directement ce que les PJ ont à y faire. Tu vois, il y a un côté comme ça. Dis-moi sur qui je dois taper, quoi. Dis-moi, voilà, c'est ça. Il y a un côté, bon, allez, on avance, quoi. Ça va, ça? Ouais. Rien à... non, à part que, effectivement, moi, sur les contrées de l'horreur, je suis toujours la dernière à lire. Et j'ai lu... Enfin, je choisis mon personnage d'abord au physique, au design et au fluff derrière, parce que c'est pareil, ils ont tous une histoire et ils commencent tous à un endroit différent du plateau en fonction de leur histoire et de leur origine et de leur truc. Mais tu vois, là aussi, il y a que toi, tu as un goût pour la littérarité, pour la littérature, non, c'est sûr, bien sûr, pour la dimension fictionnelle au sens de une histoire continue avec des protagonistes et compagnie, et qu'il y a, quelque chose là-dedans. Il y en a d'autres, on les a éduqués à penser petits rouages qui s'imbriquent les uns dans les autres, what, if, else, do, then. Mais moi, c'est aussi une manière de penser que j'envie, en fait, parce que du coup, en fait, c'est celle qui est la plus efficace. Enfin, j'ai l'impression que en jeu de société, ça fonctionne bien mieux. Pas qu'en jeu de société, Natacha. Pas qu'en jeu de société. Oui, ou dans les mauvais jeux de Cthulhu. Non, dans la vie, Natacha, dans la vie de Natacha, est-ce que tu peux recommencer ton propos? J'ai pas entendu le début. T'as dit c'est celle qui est efficace, mais de laquelle tu parlais? Le fait de penser en petits rouages. Ouais. D'accord. Okay. Oui, parce que je suis d'accord, dans un monde, si tu veux, néolibéral, qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir raconter des histoires? Ce qu'on veut, c'est optimiser. J'irai peut-être pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... j'ai tout un tas de gens avec qui je joue beaucoup aux jeux de plateau. On a des très bons amis qui ont une manière de penser qui fait qu'ils sont super efficaces, ou qui vont aller vraiment au fond des choses et des mécanismes. Typiquement l'ami dont on vous parlait, qui va faire sa partie tout seul parce qu'il peut le faire pour arriver à vraiment creuser toutes les mécaniques et tout ça. Et je pense pas que par ailleurs ils appréhendent le monde de cette manière-là, avec un aspect aussi consumériste et capitaliste. Je te le dis autrement. On vit en France. Dans un pays, je te le dis autrement, on vit en France, dans un pays où l'administration est quand même très 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 importante. Pour faire tes recherches d'aide sociale et compagnie, c'est laquelle la compétence la plus utile? Celle de Natacha qui aime bien les belles histoires, ou celle de celui qui est capable de pousser son pion de façon mécanique? Tu vois? Ouais. Et oui,
On parle de l'État français. Et là, je te parle juste de l'État. Je te parle pas du néolibéralisme. Tu parles de la République française. L'État français, c'est pendant la Seconde C'est Guerre Jean-Luc mondiale. Mélenchon, non, c'est pas ça? Ok, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est vrai que de fait, aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, il est clair que beaucoup de choses dépendent quand même de la rémunération financière et que pour obtenir des moyens financiers, le fait d'être un horrible pouce-pion ludique comme Cédric Kersao, c'est beaucoup mieux. C'est horrible alors que lui aussi est prof de français en plus. Non, mais oui, Mais tu vois où je veux en Alors, venir. Vas-y, quelque part, moi, j'ai déjà ressenti la frustration que tu as. C'est-à-dire que comme moi, pour pouvoir m'investir dans des règles, j'ai besoin qu'elles aient un sens. Je ne peux mettre de sens que si j'arrive à y mettre une histoire. C'est d'ailleurs un vrai souci que j'ai. Parce que quand il n'y a pas de sens, je suis obligée de m'en construire un toute seule. Donc, j'ai cette frustration très souvent de me dire, les autres, ils sont déjà dans l'histoire. Par contre, moi, après, comme j'ai construit un sens sur ce que j'ai fait, je vais être capable de retrouver en fait la partie que j'ai faite. Et du coup, en fait, quand je vais rejouer, je vais me rappeler plus facilement des règles. Alors ça c'est clair. sorte de Augmentation des palais mental, capacités mémorielles due au fait que ce soit une histoire cohérente. Alors que si tu dois retenir une suite de chiffres, d'ailleurs la championne du monde de rétention de nombre de chiffres a des méthodes. Je sais plus si c'est basé sur des histoires, Marc. Je me demande si c'est pas plutôt basé sur des mots ou si elle transforme les chiffres en alphabet pour en faire des mots et donc mais dans tous les cas ça donne un texte à la fin qu'elle peut ensuite réciter. Enfin bref, donc effectivement ça je suis d'accord avec toi. Mais là on est encore sur la dimension numéro 1 d'Adrien, la dimension tutoriel, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire c'est le fait d'avoir une histoire facilite la rétention d'informations mécaniques qui par ailleurs me poserait énormément de problèmes si on n'avait pas. Donc on est encore dans le cas numéro 1. Et on a du mal à sortir de ces deux... C'est comme quand tu pour parler de l'autre partie évidente à discuter, c'est celle qui est liée aux licences. En gros, dire les jeux qui sont partis d'une licence pour en faire un jeu, et où du coup l'univers préexiste. Et donc l'univers n'est pas là pour aider à assimiler les règles. Oui. Dans ces cas-là, on appelle ça une adaptation. Ouais. Et donc, c'est l'inverse entre le hack et l'adaptation. Tu vois, on retombe sur ce truc-là. Donc là, du coup, ça pose les questions de l'adaptation. Donc, avec plein de questions qu'on avait soulevées au cours de podcast, même sur l'adaptation en jeu de rôle et compagnie. Flavie, j'ai l'impression qu'on t'a interrompu. Tu avais quelque chose à ajouter? Ouais, c'était en lien avec l'affordance. Donc là, on est passé sur autre chose. Vas-y, reviens. C'est juste que j'ai l'impression qu'en fait, l'affordance permet aussi de jouer. Alors, c'est pas le mot synesthésie que je veux, c'est l'autre. Quand tu fais les mêmes gestes que ton personnage. La convergence. Moi, je trouve que c'est en fait les illustrations, etc., permettent de jouer en convergence très souvent. Alors, on rappelle que le jeu en convergence, donc théorisé par Mathieu Mine et notamment Valentin Touzeau, je crois qu'il y avait un troisième larron, mais je me souviens plus du nom. Non, je me souviens plus. C'est le fait qu'à un moment donné, le personnage fait dans la fiction, que le joueur en réalité fait exactement la même chose que son personnage dans la fiction. Ouais, et dans des jeux de société, je trouve ça encore plus cool. Par exemple, il y a un petit jeu qui s'appelle Sherlock 13, où tu cherches en fait tu fais une enquête et tu es amené en fait à vraiment chercher, à raturer sur un papier, etc. Moi, en fait, à chaque fois que je joue en convergence, même dans Unlock, tu es souvent amené à faire une recherche de la même façon que la personne est en train de faire. Et c'est des choses qui me touchent beaucoup en fait, moi, et qui font que j'aime beaucoup ce genre de jeux de société là. Donc je pense qu'il y a aussi une recherche de la part de ceux qui créent des jeux, parfois qui est cette petite convergence qui se met en place, de façon à... Ouais, c'est un truc en plus, mais c'est vraiment très plaisant en fait. Alors, on continue dans les éléments à verser au dossier ou tu voulais parler un peu des licences d'abord ? Comme vous voulez. Moi, j'ai pas d'attente particulière. En fait, si tu veux, les licences et l'adaptation, c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé à la cellule. Et donc, du coup, j'ai peur qu'on retombe sur les mêmes discussions. Donc, ça va être complet. J'aimerais rajouter un petit élément. J'aimerais trouver en fait d'autres éléments que ceux que... Moi, j'en ai un. Oui, évidemment. Moi, j'en ai un. Alors, Flavie, vas-y, je t'en prie. La communication. Alors, ça, je voulais en parler. Je vous donne un exemple. Alors, je vais vous donner 2 exemples. En fait, l'autre jour, je voulais parler en fait d'un jeu auquel j'avais joué quand j'étais enfant, et incapable de me rappeler le truc, je disais mais si, vous savez, ça se passait à Venise, il y avait des masques et tout le monde fait un truc à Venise,
Parce qu'en fait, pour se rappeler d'un jeu, c'est quand même plus simple de se rappeler du fluff autour. De la même façon, quand j'étais plus jeune, il y avait une publicité qui m'a fait rêver d'un jeu de société. Où il y avait un monsieur, où on mettait une cassette vidéo. Ouais, c'était à l'époque, c'était une cassette vidéo. Ouais, c'est ça. Avec. Je libère de la pierre. Monsieur Maître. Et tout ça, moi, pour y avoir joué, en fait, ça servait pas à grand chose. Le monsieur qui parlait dans la télévision, à part à faire un timer, quoi. Moi, j'ai beaucoup fantasmé sur la pub pour le jeu de société Labyrinthe. Alors Ouais, que c'était grave. pareil, au final, le jeu Passo était pas non plus ouf, quoi. Mais on retombe, je suis désolé les filles, mais on retombe un peu sur le marketing et l'étiquette là, qui était Ah oui, notre ça, c'est sûr. troisième Oui. point, je crois. C'était, Ouais, en c'est tout cas, ça. on en a On bien l'avait parlé. pas, on l'avait pas identifié aussi clairement, mais c'était ça. Mais c'est effectivement, ça, ouais. c'est-à-dire qu'en fait là, ce que tu es en train de dire, Flavie, c'est qu'en gros, c'est un élément qui permet d'étiqueter facilement le jeu. Et je crois que tu étais parti à ce moment-là tout à l'heure. Ah, c'est possible parce que les enfants les enfants m'ont appelé. En fait, ce qu'on disait, c'est que si sur la boîte d'un jeu figure par exemple un dinosaure avec les dents pleines de sang, ça indique aux parents que c'est pas pour une petite fille de 4 ans. Oui, sauf De la si même c'est la manière, nôtre. l'esthétique. Ah oui, en plus, putain, je veux même pas penser. Et donc, l'esthétique d'un jeu permet de se rappeler de ce jeu. Pour moi, on rentre encore dans l'étiquette, le marketing, parce que du coup, la meilleure façon de marketer un jeu, c'est que les gens immédiatement à l'évocation de quelques éléments, ils s'en souviennent et paf, qu'il occupe le devant. C'est peut-être encore un petit peu différent, mais ouais, ok. Non, ça tout cas, il y a un ça élément. rejoint un peu ça, effectivement. Mon point était un peu flou, qui était les jeux qui ont un univers pour avoir un univers. Et en fait, effectivement, ils n'ont pas un univers pour avoir un univers, ils ont un univers pour vendre, en fait. Pour vendre, Pour les exactement. questions marketing. Des questions d'emballage. Et du coup, Et on ça renvoie rejoint au effectivement podcast ce que sur tu disais. l'emballage. Ouais. Ça, alors, la raison pour laquelle c'est mis, elle peut être très variée, simpliste, ou alors très pensée de façon globale, effectivement, et penser à la pub, le fait que les gens s'en souviennent, etc. Mais pas forcément. Enfin, il y a plein de... Entre comment c'est reçu par les gens et comment ça a été pensé par les créateurs, Ouais. il peut y avoir un monde. Ça, c'est aussi Tout à fait. un grand sujet de discussion. Alors, moi, j'ai un autre élément, peut-être. Alors, j'espère que c'est un autre et qu'on va pas Ouais, peut-être, retomber ouais. sur un truc. Alors, ça me fait penser, en fait, aux gens qui composent des images, donc les illustrateurs. J'avais vu une fois travailler Valérie et Sébastien Maurice ensemble sur une illustration. C'était passionnant de voir comment les gens qui dessinent des illustrations travaillent. En gros, ils cherchent à ce que le regard de la personne qui va regarder l'illustration voyage dans l'illustration. Donc ils vont créer des boucles par exemple qui peuvent avoir des formes de 8 comme l'infini. Donc du coup tu vas regarder le chapeau, puis tu vas te déplacer vers le pied du personnage, puis tu vas remonter vers le haut de la cape, puis tu vas regarder et à nouveau. Et le but en fait de l'illustrateur, c'est quelque part d'enfermer l'œil de celui qui regarde l'illustration dans l'illustration. C'est-à-dire de le fasciner au point que l'œil ne puisse jamais, il tourne en rond et il ne peut jamais comme ça se détacher de l'illustration. Entre la couche mécanique et la couche esthétique, dans le jeu de société, j'y vois quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es fatigué d'avoir fait plein de calculs, c'est la fin de ton tour. Tu veux reposer la partie de ton cerveau qui est, entre guillemets, en puissance de calcul. Tu veux reposer ton processeur. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que soit tu sors du jeu, tu regardes ailleurs, tu sors ton smartphone, tu fais autre chose, soit tu restes dans le jeu parce que l'esthétique du jeu attire ton regard. Et du coup, tu passes d'un mode de réflexion calculatoire à un mode de réflexion esthétique. Un peu comme quand tu lis le paquet de céréales le matin au petit déjeuner. Voilà, c'est ça, on va dire. Tu passes en mode, tiens, je lis d'abord les ingrédients. Non, et puis quand d'abord, je mange mes céréales parce qu'il faut me réveiller, et puis... Là, je suis encore endormi, qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper mon esprit ? Et tu vois, l'idée, c'est, en fait, dans le fond, je me demande si parfois la couche esthétique ne sert pas aussi à reposer le participant. C'est-à-dire, en fait, à lui donner un élément et pour autant à rester dans le jeu avec les autres. On reste autour de la table, mais parfois, moi, ça m'est arrivé après, quand on a joué à la fin d'un tour de Ion's End, parce que je venais de terminer mon tour, j'avais fait d'énormes trucs. Au lieu de vous écouter, de me perdre dans une illustration, de regarder. Et en fait, ça me repose. Et ensuite, je suis à nouveau disponible pour faire du calcul et revenir avec vous. Mais pour autant, je me suis reposé dans le cadre du jeu parce que je regardais une illustration. Je n'ai pas sorti mon portable et je ne suis pas sorti du jeu. C'est peut-être une façon pour le designer aussi d'enfermer son participant dans son jeu. Est-ce que c'est volontaire ? Je sais pas. Non, c'est pas forcément volontaire. Ouais. Mais par contre, ça peut. Tu vois, il y a des jeux qui sont fascinants aussi pour ça, je pense.
Peut-être que c'est pas game designé Alors, pour ça, mais dans le milieu du jeu de société, je sais pas. Dans le milieu du jeu vidéo, je sais qu'il y a des études psychologiques pour Voilà. avoir ces pièges-là. tout à fait. Ça passe moins par de l'esthétique que par des pièges de gameplay. Oui. Qui sont tu joues court terme, mais tu dois avoir une vision long terme pour que tu aies une raison de revenir dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures. Exactement. Je sais pas si c'est pensé comme ça pour le jeu de plateau. En tout cas, moi, je peux te Peut-être. dire qu'hier soir, les Oui. moments où en fait je suis partie dans le texte, dans les textes d'ambiance, et que j'ai vu qu'il y en avait décrits sur les cartes, c'est un moment en effet où j'avais fait un énorme tour et tout, je m'étais creusé la tête, je fais oh dis donc, il y a des textes d'ambiance. C'est là que je me suis rendu compte qu'ils étaient là, ça m'a vraiment plus. En plus, j'ai découvert un truc de ouf à ce moment-là sur les cartes et sur le personnage que je jouais, donc ça m'a permis Dans le jeu de rôle, de me relancer. En fait, je réfléchissais à. J'ai pas d'exemple de jeu qui met ça de façon active où en gros les joueurs auraient un tour complexe, tu vois, et où. Attends, laisse-moi détailler. Et où en gros, pendant le tour des autres joueurs, par exemple, ils piocheraient leurs cartes. D'ailleurs, il y a le Val qui fait un peu ça. Tu pioches ta carte en fin de tour pour te laisser le tour des autres joueurs pour réfléchir, mais c'est du mécanique. Je sais pas s'il y a des jeux où tu vois, t'as un aspect esthétique à intégrer. Mais là. Pour que ça devienne un vrai élément de gameplay et que ce soit pas juste on met une carte où il y a du texte et où Dorian te ferait c'est bon ta carte je la lis pas, tu vois. Il faudrait que c'est un élément de gameplay, donc du coup on retombe sur la mécanisation de l'attention. Alors il y a un jeu qui le fait très très bien, c'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est évident. Ouais, c'est C'est-à-dire que quand tu vois les boucles qui sont par exemple montrées très très bien par Vivien Féasson dans son article sur comment le rire nous permet comme ça de décompresser puis de revenir dans la fiction, etc. Ça, c'est théorisé. La façon dont la musique, par exemple, regarde, si tu regardes la façon dont moi je compose mes jeux de rôle, alors je dis pas que c'est pensé comme ces dessinateurs, hein, je dis pas que c'est aussi intelligent que ça, mais ce que je veux dire, c'est que je vous mets de la musique. Comme ça, quand vous arrêtez de réfléchir, vous écoutez la musique. Du coup, vous restez dans l'ambiance. Du coup, tu vois, Vademecum, par exemple, c'est un jeu qui joue vachement sur ces 3 dimensions-là. Le jeu d'échecs, la fiction, la musique. Jeu d'échecs, fiction, musique. Et en fait, à chaque fois, ton attention va être portée différemment. Et nanana. Les écrans en jeu de rôle du point de vue du joueur. C'est vrai. Le nombre de fois où je commençais à décrocher, je me suis mise à fixer l'écran. Dans le jeu de rôle, c'est évident. Dans le jeu de rôle. Pour moi, c'est évident que le jeu de rôle a très bien. Alors, il l'a peut-être pas théorisé consciemment, Adrien. Oui, je suis d'accord. Ouais. Mais en fait, il l'utilise inconsciemment. Ils utilisent ça pour te capter, pour rester, comme on dit, dedans, être dans le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le jeu ? Il y a des mécanismes dans Gloomhaven qui font qu'on regarde encore plus les cartes attentivement maintenant et tout le matériel de jeu attentivement maintenant, sans vouloir faire de divulgachis. Il y a un élément. Mais c'est pas pendant la partie. Enfin, c'est compliqué de le faire pendant la partie. Oui, mais ça n'empêche que c'est dans des temps de pause, donc c'est des macro-pauses, si tu veux, mais c'est quand même dans des temps interjeux, quoi. Et il y a des exemples de jeux dans lesquels tu es récompensé pour faire cette espèce de mouvement, de changement d'angle de vue. Par exemple, Unlock. Dans Unlock, le fait ils ont mis de la musique sur l'application, donc tu écoutes la musique. Du coup, tu vas sortir à un moment donné ton truc de calcul, et c'est là justement que, en prenant du recul, tu vas voir, mais ces 2 cartes-là, en fait, elles sont ensemble, et tac, tu vois. Il y a un côté comme ça. Dans les jeux d'énigmes ou dans les jeux d'escape game, je trouve qu'il y a une vraie récompense comme ça à laisser un petit peu de temps en temps son esprit partir loin, parce que si ça se trouve, effectivement, la réponse, elle est très très loin, quoi. Et donc, moi, dans Unlock, par exemple, il y a des tas de moments dans le jeu où je vais être à fond sur la puissance de calcul. Par exemple, je vais être concentré sur la résolution d'une énigme chiffrée sur une carte particulière. Et lorsque je ressors, j'écoute un peu la musique, je prends du recul. Parfois, j'arrête presque de jouer. Tu vois, je suis limite sur une couche fictionnelle, tu vois, où j'imagine l'endroit où on est rendu, où je laisse vagabonder mon imaginaire sur des cartes. Et c'est justement en laissant vagabonder mon imaginaire sur des cartes que soudain, paf, une révélation me fait retourner dans le jeu, etc. Et il y a une espèce de mouvement comme ça, de la couche esthétique à la couche mécanique qui se fait en permanence et qui amplifie en fait le fait d'être concentré sur la partie et pas ailleurs. Si un jeu proposait à ton tour, c'est mécanique et sans esthétique à côté, j'ai bien peur qu'à un moment donné, en fait, les joueurs, ce qu'ils feraient, c'est qu'ils sortiraient leur smartphone et ils feraient autre chose. Et donc, ils cesseraient de jouer ensemble. Et j'en viens, moi, personnellement, à mon 2e élément que j'avais envie de verser au dossier, j'en ai pas d'autre. C'est, dans le jeu de société, pour moi, comme dans le jeu de rôle, il y a une espèce d'idéologie sous-jacente qui est la réunion des contraires. Réunir des gens très différents à une même table. Et cet argument idéologique du jeu de société, tu vois, eh bien, je le trouve... De 7 à 77 ans. De 7 à 70... Oui, tout à fait, très très bien. Un très très bon exemple. Effectivement, cette façon d'étiqueter le jeu montre bien qu'il y a une volonté de
réunir les générations, de réunir des gens d'horizons très différents et de les mettre autour d'un même objet. Et donc, il faut que d'un même chacun projet. trouve une part du menu qui l'intéresse, quoi. T'as tout compris. C'est donc l'une des raisons aussi pour lesquelles la couche esthétique est importante, en plus du cœur mécanique, c'est que certains vont être, comme Natacha, plus sensibles à la narration, donc il faut qu'il y ait de la narration. Certains vont être sensibles plus à l'esthétique, on va dire, j'allais dire artistique, enfin, tu vois, le côté, voilà. Bah, il faut qu'il y ait de ça aussi. Et puis, certains vont être en mode Dorian et Yann Chauvière, si j'ose dire, en mode vraiment, on est là pour gagner, on est là pour jouer, on est là pour explorer des mécaniques. Et là, du coup, il faudra aussi de la mécanique. Et en un sens, il y a une espèce de projet de la panacée, du Saint Graal du jeu de société qui réussira à réunir, tu vois, le narrativiste, le simulationniste, le ludisme, mais ça existe aussi dans le jeu de rôle, tu vois. Je me souviens qu'à partir du moment où les distinctions entre G, N et S sur The Forge avaient été énoncées, il y avait au moins 3 ou 4 gars sur The Forge qui se battaient pour dire « Dans mon jeu, j'ai réussi à réunir », tu vois. C'est comme une espèce d'idéologie sous-jacente à tous les jeux de société qu'il faudrait comme ça réunir autour de la table des gens très différents et d'horizons très divers et les mettre ensemble autour d'un même projet. Donc là, il y a aussi un argument, à mon avis, pour la couche esthétique. Et du coup, je ne serais pas surpris que tu reviennes d'ici quelques temps. C'est pas le marketing, tout ça? Alors, je pense qu'il y a une idéologie derrière. Tu vois, alors, à partir du moment où le marketing est au service d'une idéologie, c'est plus du marketing. Certains diraient c'est de la propagande. Ouais. Mais c'est... Ou de la démagogie. Ou de la démagogie. Mais moi, j'y vois plus... j'y vois un projet bénéfique, tu vois. J'y vois vraiment un... Alors après, c'est peut-être mes propres préjugés à moi, tu vois. C'est que je crois au collectif. Mais j'y vois un projet de société derrière le jeu de société quand même. Marrant aussi qu'on appelle ça un jeu de société. Un jeu de projet de société. Ouais. D'ailleurs, je pense à ça aussi dans le jeu de Lille, le fameux jeu de Lille dont on a parlé, là, cette espèce de GN avec des groupes qui jouent dans des salles différentes et dans lesquelles chacun a des ressources. C'est un jeu anarchiste. C'est un jeu dont le propos est anarchiste, dans lequel, en fait, si tu commences à mettre en place des échanges marchands, tu vas à la catastrophe et, en fait, toutes les îles vont s'effondrer. Alors que si tu donnes, à un moment donné, si tu choisis, s'il y a une île qui choisit de donner sa ressource, et que, en fait, si chacun donne, en fait, on s'en sort. Donc, c'est un espèce de projet qui a été créé par des étudiants pour montrer qu'en fait, le modèle de l'échange financier ou libéral et tout mène à la catastrophe et à la ruine de toutes les îles, alors que si on se donne... je simplifie à gros traits, d'accord ? Je connaissais pas du tout. Mais voilà, là aussi, la couche esthétique est importante, parce que si tu dis que ce ne sont pas des îles, que ce sont juste des ressources, bah, tu perds la dimension idéologique derrière, tu perds la dimension politique. Alors moi j'ai un super exemple là-dessus du coup qui me vient. C'est qu'en fait, effectivement, si les jeux ne sont que pure mécanique, c'est compliqué de faire passer un message en fait. Voilà. Aussi. Et là, je pense à l'exemple qui est Spirit Island, qui est un jeu où on joue des esprits qui luttent pour chasser les colons qui sont venus coloniser les terres. Et donc ça... Donc on joue les dieux des colonisés. Des autochtones qui veulent chasser les colons. Et puis il y a des scénarios, ça peut être les Espagnols, les Danois, les Français, les je sais pas quoi. Donc, bon. Mais fondamentalement, c'est anticolonialiste. Sauf que ça, si on enlève la partie fictionnelle, la partie esthétique, illustration, la partie esthétique, la partie machin, et qu'on a juste des règles, ça ne dit rien. C'est une machine à vide comme toutes les autres qui... pourrait avoir la dimension calculatoire de n'importe quel jeu, qui pourrait être plaisante de ce point de vue-là, mais on passe à côté du jeu qui est aussi un jeu politique en fait. Donc on en arrive à cette idée incroyable que finalement cette couche esthétique dont on pourrait penser de prime abord qu'elle ne sert à rien, en fait sert et peut-être même centrale. Je dirais pas ça, c'est pour servir le propos. Un des aspects potentiels, c'est de développer un propos. Développer un propos. Après, il y a la question aussi... Oh là, je vais pas me faire que des amis, mais comment le dire ? Est-ce que quelque part, les jeux dans lesquels on se pose la question de l'intérêt de l'univers, est-ce que ça trahit pas quelque part le fait que ce soit des jeux sans propos, tu vois, justement ? Bah oui, c'est en fait un des éléments que je disais où... Et donc des jeux commerciaux, des produits, et non en fait, pas dans tous les jeux, en fait, c'est un peu ma part de réflexion initiale, c'est il y a un univers, il y a des règles. Qu'est-ce qui fait qu'il y a besoin d'avoir l'univers, tu vois ? Et je disais, il y a des jeux où ça sert de tuto. Il y a des jeux où ça sert parce que c'est là avant, c'est la licence. On a dit, il y a des jeux pour qui c'est commercial, c'est l'aspect marketing. On a dit, il y a des jeux pour qui c'est le propos.
Mais du coup, les jeux pour lesquels le système est le plus creux là-dedans, c'est les jeux pour lesquels l'univers n'est que marketing, en fait. Après, est-ce que tu peux pas aussi trouver des jeux à propos dans lesquels ce n'est que mécanique? Alors, je pensais au Monopoly, tu vois. Te le dire. Ouais. Ben, le Monopoly, bon. y a le titre Monopoly. Hein. C'est de Oui, il y a au moins l'univers. le titre. Le fait Et c'est qu'on vrai, achète et- des hôtels, des maisons. Et c'est de l'argent l'univers. qu'on échange, C'est de etc. l'argent qu'on échange. Donc. Ah, ça, c'est pareil. Il y a une question à se poser là-dessus. Jusqu'où est-ce que des ressources peuvent être comprises s'il n'y a pas une couche esthétique dessus? Bah ouais, je sais pas. Ouais. En fait, est-ce que notre distinction initiale de cœur mécanique, couche esthétique, elle a tant de sens que ça? Dans la mesure, est-ce qu'une mécanique a du sens s'il n'y a pas, tu vois? Oh la Ouais, vache, parce qu'en fait, là, là. je pense qu'on pourrait, pour de l'ordinateur, le truc, c'est que à expliquer, on va forcément parler de dépenser, générer, gagner, Ouais. échanger. Et donc, il Ouais. y a forcément une dimension marchande, en fait, parce que... Il y a quelque chose qui me fascine dans les intelligences artificielles en deep learning et tout ça, c'est cette idée que l'intelligence artificielle joue des coups parce que selon sa manière de penser, ils sont optimaux, mais qu'elle ne sait pas pourquoi elle Ouais. joue ces coups. Elle n'a pas d'arguments à fournir, si Non. ce n'est des arguments statistiques du genre je sais que jouer un fou autour d'eux, ça m'apporte 90% de chances de victoire contre 10% de défaite. Ouais. Et donc du coup, mais elle ne sait même pas ce qu'est un fou, tu vois. À la fin, elle Non, n'aura bien même sûr. pas compris. Ça, c'est incroyable. Jusqu'où la couche esthétique dont on est en train de parler là, c'est pas la couche de conscience et le cœur mécanique, la couche, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire un espèce de podcast sur l'IA où on est en train. Voilà. Eh putain, au début du podcast, je viens de réaliser un truc de fou. Au début du podcast, j'étais en train de me dire que toute cette discussion me faisait penser aux discussions philosophiques qu'on avait au sujet de l'esprit. Ah, j'allais parler de l'âme, moi, donc ça m'intéresse que tu... Ouais. L'épiphénoménisme en philosophie de l'esprit. L'idée, c'est que tu pourrais très bien expliquer le monde par un ensemble de causes et d'effets. Ouais. Et enlever complètement l'esprit, l'âme et tout ça. Et dire qu'en fait, si Natacha est amoureuse d'Adrien, c'est pour des raisons biochimiques, machin. Vous savez, toutes ces expériences de pensée qui consistent à dire, en fait, les corps humains, en gros, une vision fonctionnaliste des choses, tout fonctionne... Bah, ah là, il faudrait parler des qualia et tout. Oh là Tout là, fonctionne comme je des suis en petites machines, en fait. Je suis en train C'est de juste ça. là, je suis en train de partir sur un... Tu es en train de partir sur un autre podcast. Non, c'est pas ça, mais Non, c'est mais que sur un je autre. réalise que pour que les auditeurs puissent comprendre ce dont je vais parler, il faudrait quasiment que je parle monopolise la parole pendant 1 heure pour expliquer tous les présupposés. Mais c'est l'affaire des fameux zombies de Davidson. Alors l'idée, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu une partie du cortex de leur cerveau. Appelons-le des hommes creux. Donc voilà, c'est des gens qui ont qui ont perdu une partie de leur cerveau qui leur sert à voir. Pour autant, on leur fait passer des tests dans lesquels on les met devant des écrans et il y a un point sur l'écran qui se déplace soit à droite, soit à gauche. On assoit ces gens devant l'écran et ces gens disent « mais je vois rien ». Pour autant, on va vous poser la question, ça va vers la droite, ça va vers la gauche. Mais il dit « mais je vois rien, arrêtez de m'emmerder, je n'y vois rien, ça sert à rien de me poser la question, je sais pas, je vais répondre au hasard ». Répondez quand même. Le type s'assoit devant l'écran, il dit droite, je sais pas, gauche, droite, gauche. Il répond des trucs. À gauche, gauche, gauche. Et à la fin de l'expérience, on se rend compte que ces gens qui disent ne pas voir Alors, obtiennent des Pour résultats. clarification, ça, c'est des expériences qui ont réellement eu lieu, on est d'accord. Oui, absolument. Ouais, avec des vrais gens, c'est pas une Avec des expérience de vrais pensée. gens. C'est pas une expérience de pensée. Donc, du coup, ces gens qui disent ne pas voir, donc qui disent ne pas savoir, ne pas avoir de conscience visuelle, pour autant, ont réussi à donner des résultats sur ces expériences qui vont au-delà de la chance. Ils ont obtenu plus de 80 à 90% de bonnes réponses, par exemple. Ok ? Alors, je sais plus, c'est pas ça les pourcentages exacts. Les zététiciens me reprendront dans les commentaires, mais en gros, c'est une histoire comme ça. Alors, le délire, c'est que il y a quelqu'un qui, donc un philosophe analytique, qui prend ces données d'expérience-là et qui dit, mais en fait, ces gens-là n'ont pas de conscience de voir, mais ils voient en partie. Alors, est-ce qu'il pourrait exister... Donc, ce sont, comme il dit, des voyants aveugles. Alors, est-ce qu'il pourrait aussi exister des entendants sourds ? Et ce qui est génial avec ces voyants aveugles, c'est que si ça se trouve, ils pourraient tout à fait avoir des conversations normales, avoir une vie normale, tu vois, sans jamais avoir
l'effet que ça fait de voir le point se déplacer à droite et à gauche, la conscience que ça fait, etc. Et donc il y a cette question de se dire, mais il pourrait y avoir des super entendants sourds, des super aveugles voyants, en fait, etc. Ce qui mène à l'expérience des zombies de Davidson. C'est une des expériences que je préfère, des expériences de pensée. L'idée qu'il pourrait exister des êtres humains sur cette Terre qui vivent d'un point de vue mécanique sans avoir l'effet, les qualia, la conscience, en fait. Je résume tout ça très simplement, hein, je suis désolé, mais c'est... Donc en gros, est-ce que la couche esthétique, on revient à notre sujet, est-ce que la couche esthétique, est-ce qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui jouerait à un jeu de façon purement mécanique, à la manière d'un zombie de Davidson, mais qui n'aurait pas justement l'âme du jeu, l'esprit du jeu, ou je ne sais pas. Enfin voilà. Et ça, quand tu as parlé de ce sujet, ça m'a fait penser, je peux pas te dire pourquoi, j'ai pensé à l'épiphénoménisme. Il y a un truc de ce genre-là. Ouais. L'épiphénoménisme, c'est une théorie qui dit que, en gros, oui, le monde pourrait être expliqué de façon fonctionnaliste. C'est-à-dire, si ça se trouve, on est tous des zombies, peut-être. Mais il arrive de temps en temps qu'on ait une conscience à l'esprit. Et toute la question de l'épiphénoménisme, c'est si on a une conscience comme ça qui arrive, à quoi elle sert ? Pourquoi est-ce qu'il y a ça dans le monde ? Pourquoi il y a des êtres conscients dans le monde si on peut de toute façon fonctionner sans en avoir de conscience ? Et donc là, du coup, pourquoi cette question me fait penser à la tienne ? Parce que j'avais l'impression que tu arrivais dans ce podcast en disant, mais pourquoi on utilise une couleur esthétique alors qu'on pourrait très bien s'en passer et dans le fond se contenter du mécanique. Et de la même manière, la question qu'on pose à à ces gens qui pensent que la conscience est épiphénoménique, c'est mais finalement à quoi ça sert d'avoir une conscience si de toute façon mécaniquement on pourrait s'en sortir sans ? D'où ma question du début de podcast. L'art est-il besoin d'être utile ? Est-ce qu'il y a besoin de... C'est ça, ouais. Voilà. Le truc c'est que c'est ça. Est-ce que quelque chose de causalement inerte existe dans le monde ? Et quelle est sa forme d'existence ? Parce qu'on postule toujours. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui existe de causalement inerte. Sinon, ça n'existe pas. Ça, c'est ton matérialisme qui parle. Bah, si ça n'a pas de lien avec le reste des ensembles causaux, tu peux pas le mesurer, tu peux pas interagir avec, donc et voilà. pas là, quoi. Il y a certains modèles de conscience dans lesquels la conscience... En fait, si tu veux, il y aurait deux réalités. Il y aurait une réalité physique dans laquelle il y a des causes physiques qui entraînent des causes physiques et des causes mentales qui entraînent des causes mentales. Tu vois. Ouais. Là, il nous faudrait François. Ouais, mais je vois le genre. Super. Ouais. C'est donc du coup, tu vois, il y a plein de modèles en fait à ce sujet. Donc, par exemple, tu vois, alors du coup, appliqué aux jeux de société, ça donnerait, il y a des gens qui voient la couche esthétique et en fait. Leurs actions peuvent être expliquées par la couche esthétique. Et donc, par exemple, Natacha pourra justifier en disant mais pourquoi donc, du coup, ce qui explique aussi certaines incompréhensions entre le ludiste et le simulationniste, par exemple, ou la personne qui est attentive à l'esthétique et la personne qui est attentive au mécanique. Parce que, par exemple, toi, tu vas pouvoir lui dire mais Natacha, pourquoi t'as pas lancé 2D là ? Mais voyons, Natacha pourrait te répondre mais je m'en fous, c'est pas intéressant pour l'histoire. Tu vois, etc. Et donc, ça explique aussi ça, c'est que Natacha serait dans une sphère où elle, ce qui l'intéresse, c'est une donnée et toi, une autre. Là, on rejoint plus ce que tu décrivais au début du fait que c'est un jeu pour les 7 à 77 ans avec des gens qui viennent pour l'aspect esthétique, des gens pour l'aspect mécanique. C'est un peu loin de ton exemple. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, l'idée que la couche esthétique... Enfin, tu vois, quand tu es arrivé avec le podcast, je me disais, il va nous défendre que finalement, la couche esthétique, on pourrait s'en passer. Et évidemment, j'ai vite compris que non, c'était pas du tout ton point. Mais, en fait, je pense que même un jeu purement mécanique, ce qui fait... que même un Dorian ou un Yann Chauvière il prend du plaisir, c'est pas le fait que ce soit purement mécanique ou autre, c'est que derrière il y a un effet social autour qui est soit c'est un jeu compétitif et on joue pour qui va gagner et donc c'est une comparaison de puissance de calcul, soit c'est un jeu coop et on l'aborde comme on aborderait un puzzle sur comment ça a été pensé, c'est quoi la logique, comment on doit faire interagir les règles pour dépêtrer la situation. Donc malgré tout il y a un aspect social, un aspect on va dire univers qui est l'univers de la compétition ou l'univers du puzzle, tu vois. Bien sûr, tout à fait. Mais en fait, il faut pas se tromper de débat. C'est-à-dire que c'était pas la question avec laquelle tu étais venu au départ. Ça, Non, c'est pas exactement la question avec que je venais. Mais en fait, je n'ai pas vraiment avec une question, je n'ai plus avec un... Tiens, j'ai pensé à ça. Je me suis posé cette question. Qu'est-ce que ça a fait émerger comme discussion ? Est-ce que mes catégories que j'ai grosso modo en tête au début, est-ce qu'elles sont... Moi, je trouve qu'il y a souvent, les gens qui critiquent le fluff et les gens qui disent la couche esthétique, elle sert à rien. Donc, je pense évidemment à Dorian Yann Chauvière, je pense un petit peu à Globo aussi, qui peut soutenir ce genre de thèse parfois sur les voies d'Altaïr, peut-être pour des raisons différentes.
il y a pour moi un préjugé sur la finalité en fait des choses. C'est ça qui me Sur le fait que quelque chose doit être utile. doit servir. Ouais. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que je tu parlais au réagissais début. comme ça au Ouais, début. Parce qu'en fait, c'est un débat qu'il y a actuellement sur l'art. Il y a vraiment des gens. Alors, malheureusement, c'était il y a quelques temps que j'ai suivi ça. Donc... Mais il y a des gens, de la même façon que ceux qui se posent la question de l'utilité de la Tour Eiffel à Paris, il y a vraiment des gens qui se posent la question de mettre des sous dans un musée. Et qui disent c'est pas grave que ce soit fermé. C'est pas utile. Ouais. Mais c'est pas utile de quel point de vue, en fait C'est pas utile du point de vue de la compétence, c'est pas utile du point de vue de je vais pouvoir bouffer, ou c'est pas utile du point de vue je vais avoir besoin que mon esprit puisse s'élever. Je vais pouvoir bouffer, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans un musée. Donc, voilà, non, mais tu vois ce que veulent dire ces gens. Alors que élever son esprit, ça permet aussi de prendre de la distance sur ce qu'on vit, et on apprend tellement de choses là-dedans. C'est quand même un des trucs qui nous aide. En fait, c'est pas seulement du divertissement. C'est pas seulement un truc qui nous permet de nous échapper, c'est aussi un truc qui nous permet de nous construire. Mais tu vois, c'est pour ça que je pensais que tu allais nous parler des 8 intelligences, Flavie. Je trouve que c'est pas du tout, ça a rien à voir avec ça en fait. Alors, moi je t'explique pourquoi. Pour moi, ça a tout à voir avec ça. Parce que si on revient sur l'idée qu'il y a un présupposé idéologique dans le jeu de plateau ou dans le jeu de rôle qui est qu'on va réunir des gens très différents autour de la table. Il faut qu'un jeu, il parle aux 8 intelligences. Il parle à ton intelligence métaphysique. Il te pose question. Attention, l'intelligence métaphysique est la 9e intelligence en cours de validation et qui n'est pas encore validée. Ok, mais tu vois où je veux en venir, c'est-à-dire que pourquoi à un moment donné on va pouvoir jouer par exemple avec des gens comme Soren qui sont à fond dans le calcul et pas du tout dans. Mais tu vois, de la même façon que dans le jeu de rôle, ça n'a pas de sens de vouloir créer un jeu qui a toutes les postures de joueurs. De la même façon je pense que dans le jeu de plateau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sain. Dans le sens où il n'y a pas de jeu de plateau qui prétend faire jouer tout le monde. Les jeux de plateau ont des choix de game design qui sont beaucoup plus forts que dans le jeu de rôle. Je trouve que tu dis de plus en plus jeu de rôle, de moins en moins jeu de rôle. C'est terrible. T'es en train de perdre ton accent. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de me parasiter le cerveau. Chut, lui dis rien. Non, puis en fait, ça n'a pas de sens parce que vu les différentes intelligences qu'il y a dans la théorie de Warner, en fait, ça n'a pas de sens de poser ça sur du jeu de... Sur le jeu de plateau, oui, c'est ça. Il y a des jeux très calculatoires, il y a des jeux qui sont purement sociaux. Si on pense à du gift trap, si on pense à... Qui plus est, en fait, les jeux de société, comme leur nom l'indique, c'est des jeux de société, donc ça fait forcément référence à... c'est comment elle s'appelle cette intelligence, l'intelligence sociale. Et je ne sais plus comment elle s'appelle dans la théorie de Je pense qu'il y a des prérequis. Et en fait, il y a une intelligence, par exemple, dans les 8 intelligences, qui suppose d'être un peu seule, intelligence intrapersonnelle. Alors que le jeu de société est une intelligence suppose de mettre en place une intelligence interpersonnelle pour jouer avec des gens. D'accord. Donc, en fait, ça n'a pas de sens de parler des 8 intelligences pour le jeu de société. Ok, excellent. Sauf évidemment si vous voulez créer un jeu de société en rapport avec ça, mais vous voyez, globalement, ça n'a pas de sens. En tout cas, voilà, c'est intéressant. Adrien, cette conversation a-t-elle fait le tour de ce que tu attendais ? Carrément. Est-ce qu'il existe d'autres Là, il n'y en a pas d'autres. Tu vois, c'est une conversation qu'on pourrait approfondir en donnant des exemples concrets sur l'aspect tutoriel, sur l'aspect game design, on va dire. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête c'est pas ce que je cherchais particulièrement. Donc, il y a aussi un truc que j'ai pas versé au podcast là, c'est l'idée de Brand selon laquelle l'univers est la règle dans le jeu de rôle. C'est le coup des Amazones qui n'ont qu'un sein pour pouvoir tirer à l'arc et dire que ça va avoir une interaction avec les systèmes de résolution. Enfin, tu vois que c'est aussi une idée de la Forge, ceci dit, que chaque... c'est pas une idée de Brand, mais en francophonie, c'est à lui que je pense à chaque fois que je pense à cette idée-là. C'est l'idée de... En fait, ce qu'on aurait pu te répondre, Adrien, c'est de dire il n'y a pas de différence entre la couche esthétique et la couche mécanique. Et de dire, en fait, les deux sont une seule et même chose, la règle. Je suis pas d'accord. En fait, je suis d'accord dans le jeu de rôle, parce qu'il y a de l'interaction fiction, il y a de l'interaction fiction-règle, t'appelles les règles de temps en temps, pas tout le temps, etc. Dans le jeu de plateau, si tu l'analyses, il y a une couche de règles qui tourne toute seule, en fait. Il y a pas, la fiction fait que certains gens vont faire des choix ou d'autres, mais la fiction, la mécanique. Si je veux caricaturer ce que tu veux dire, ça je verrai si j'ai bien compris.
Le jeu de Shifumi est un jeu qui peut tourner tout seul, mais si tu mets le Shifumi en système de résolution dans un jeu de société... ça existe, ça s'appelle Marin de Bretagne, le jeu de Thomas Mulin. C'est un jeu de rôle. Moi, je parle vraiment des jeux. Il y a des jeux de société dans lesquels je crois où il y a le Shifumi en... Ah oui, d'accord. Au sein d'une mécanisme plus grande. Du coup, ce ne sera pas la même chose que si... là, ce sera un jeu de société où les deux sont décorrélés, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, j'ai pas été claire. pas trop, mais... En même temps, il est tard dans ce podcast, je comprends aussi. Je me suis aussi posé la question de la machine à saucisses au tout début du podcast. Je me suis demandé... oui, parce que la machine à saucisses... Un jeu de société, c'est un type de machine à saucisses, en fait. Exactement, C'est un jeu qui se joue tout seul, qui est assez mécanique, qui tourne. Qui est très mécanique, en fait, qui est très mécanisé. Et si on veut, on rajoute de l'univers dessus. Mais c'est pas obligatoire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était... Pourquoi on rajoute de l'univers, tu vois. Ça c'est une autre question aussi. Mais pourquoi dans un sens très large, tu vois, qu'est-ce que les gens cherchent quand ils voient de l'univers dans un truc, tu vois. Pourquoi il y en a systématiquement, c'est-à-dire que les gens en attendent. Pourquoi ils l'attendent, et donc on en a une partie de réponse. Il y a pourquoi les gens en mettent. Donc pourquoi l'auteur en met. C'est vrai que moi le marketing en met. Je me rends compte que je me suis beaucoup positionné du point de vue de l'auteur dans ce podcast et je me suis pas positionné du point de vue du joueur. Moi je parlais de joueur, tu vois, quand je disais Natacha, elle cherche. On a quand même beaucoup parlé. Moi je parlais que du joueur. Moi il y avait tout toute l'interaction, que ce soit du créateur, du vendeur, du joueur. Alors moi en tant que joueur, pourquoi est-ce que je mets de la fiction ? C'est une bonne question ça. Ça Magic et non, tout. C'est pas pourquoi tu mets de la fiction. C'est quelle est ton interaction avec la fiction des jeux. Parce que la fiction des jeux, elle est présente dans les jeux que tu achètes. Moi, je sais pas pour la fiction, mais par exemple, dans Magic, je sais que c'est important d'avoir la belle version de la carte. Par exemple, tu vas avoir un vampire, Nocturnus Vampire, par exemple. Il y a 2 illustrations auxquelles je pense. Il y en a une qui est ultra moche, mais dégueulasse. Et il y en a une qui est super belle. Fétichisme de l'objet. Oui, voilà. Alors, il y a une raison, non, il y avait autre chose. C'est qu'à l'époque, j'étais en train de construire mon jeu Saurin blanc-noir avec des vampires hyper classieux. Et je voulais pas que dans mes vampires hyper classieux, alors que j'étais en train de me construire une histoire avec des vampires à la Lestat et tout pour mon deck, il y a une sorte de rebut des marais. Là, je voulais la vraie version, en fait. Je voulais la version trop classe qui, du coup, avait tout son... Il y avait que des aristocrates vampires dans mon jeu. Je voulais un vampire aristocrate. Alors, donc ça, c'est... Alors là, tu vois, elle vient de te donner ta version. Sa version, Favie, version esthétique. Moi, je suis plus dans le fétichisme de l'objet décrit par Natacha. Je le reconnais. Je veux m'avoir ma belle carte. Alors après, par exemple, moi, j'aime pas les cartes brillantes, par exemple. Il y a des gens qui s'amusent à faire tout leur deck en premium, ce qu'on appelle les cartes brillantes. Ça, je déteste ça. J'aime pas ça. Mais tu vois, il y en a... Donc effectivement, il y a une dimension, je suis d'accord avec toi, fétichisme de l'objet. Je t'appellerais Romaric Terne, peut-être que tu aimerais bien les decks brillants. Enfin... Peut-être. Effectivement. Je n'avais pas pensé à ça. Mais donc voilà. Non, sinon, l'histoire... J'ai une relation ambiguë à l'histoire parce que souvent, quand je joue pour des raisons... Alors, il y a 2 raisons. Parfois, l'esthétique d'un jeu, en tant que joueur, va me servir à être de mauvaise foi. Ah tiens, j'allais en parler. C'est-à-dire que je vais me servir de... Par exemple, quand je dis « Non, mais mon personnage n'aurait jamais fait ça !» En réalité, c'est pour justifier le fait que j'ai fait une connerie et que j'ai pas envie de reconnaître que j'ai fait une erreur. Et du coup, je vais me cacher derrière mon petit doigt, je vais me cacher derrière l'esthétique de mon personnage pour... voilà, ça m'arrive de temps en temps. Je vais pouvoir me cacher derrière l'esthétique. Et puis, sinon, j'ai une relation un peu... J'allais dire... sur Facebook, il y a Complicated Relationship. J'ai une relation un peu complexe à l'esthétique et à la couche esthétique dans certains jeux parce que souvent, c'est celle qui me fait perdre. C'est-à-dire, en fait, je vais choisir, par exemple, dans Magic... Tu vas vouloir la suivre et ça va te coûter la partie. Alors, dans Magic, il y a un concept qui s'appelle la cute card. La cute card, qui est la carte... Alors, mais dans Magic, c'est pas tant lié à l'esthétique de la carte ou à son fluff, c'est plus lié au mécanisme sexy, tu vois. C'est plus du mécanisme... Alors, c'est vrai, t'as raison, mais il y a aussi des cute cards qui sont liés... Ah, c'est ma carte, c'est mon personnage, tu vois. C'est mon Baron Sengir, c'est mon... ça, c'était avec Cédric. Il y avait quoi ? C'était la Zuranorb.
Parce que c'était. Il y avait la petite cravate. Il y avait la petite cravate, la bouteille avec la petite cravate. Il y a un truc. Il y a quand même une couche esthétique là-dedans, tu vois. Presque la carte affective, hein. mignonne, Je dirais presque affective. Affective, tu vois, le petit personnage que t'aimes bien. Et toi, avec Scrubble. Scrabble, Voilà, je sais plus comment il qui est s'appelle. un nom imprononçable, où c'est un petit personnage en fait qui passe son temps à se perdre et il est toujours tout perdu et c'est une sorte d'homoncule avec un seul œil et je le mets dans mes jeux. Tu vas vouloir la jouer dans ton jeu parce que ce serait tellement mignon. Et il y a de une l'avoir. autre carte, il y a un Et moment. en fait, il te fait perdre. Non, et il y a une autre carte. Il y a une carte aussi où tu peux faire combo où il est sur le il se retrouve sur le dos non, il est sur le dos de Nicole Bolas en fait. Attends, il se retrouve sur le dos de Nicole Bonas et donc et en fait il est encore perdu et tout à la fin il y a une troisième carte où il est retrouvé et il y a une autre carte où on voit ses parents qui le cherchent. Enfin, il y a bref, des tas de raisons en fait d'aimer l'esthétique dans Magic et en fait c'est ça qui va te faire perdre. Et donc du coup j'ai une relation complexe à l'esthétique parce que parfois c'est aussi la raison qui va faire que je vais perdre un match et qui va être de mauvaise foi en disant oui mais moi mon jeu s'il était mieux construit en fait, de ce ça point de rejoint cet vue-là. aspect de je disais l'esthétique sert de tutoriel, il ne sert pas à maîtriser en fait. Ouais, c'est ça qui est Parce que les jeux ne sont pas drivés par l'esthétique, ils sont drivés par la mécanique. Eh oui. Ouais. Donc du coup tu vois je vais avoir une relation complexe à ça parce que parfois j'aimerais vouloir encourager l'esthétique. Je comprends. Et en Un fait, peu comme Natacha en fait. T'es ces gens qui aimeraient que l'esthétique et la mécanique fassent que ce qui est on soit parfait, récompensé. ce qui est parfait esthétiquement soit parfait Qu'il y ait mécaniquement. une C'est ça, qu'on soit synergie entre les deux, récompensé pour que ça. ce soit Ouais. synergique. Exactement. Sauf que c'est tellement subjectif ce qui est parfait esthétiquement, Ouais. tandis que le parfait mécaniquement Et tu il trouves est pas moins Je subjectif. trouve en pas fait. que ça arrive beaucoup dans les jeux de société, alors que par exemple dans les jeux de plateau, alors que dans les jeux de rôle, souvent l'esthétique est récompensée. Oh là, Natacha, vas-y. T'as envie de parler de Pardon, Cthulhu Cthulhu. Oh là là, je savais. Quoi. Non, mais c'est bon. Excellent. Bon, Oui, fin non, du mais- podcast. Hein. On va s'arrêter là, je pense, effectivement. Ah, c'est énorme. Non mais oui, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Mais Cthulhu, tu vois, justement, il y a une dimension jeu de plateau. On va pas refaire notre Ouais. débat, mais il y a une dimension jeu de plateau dans Cthulhu. Et donc Oui, mais du coup, je préfère faire du jeu de plateau. Je préfère jouer à Gloomhaven, tu vois. Voilà, oui, c'est ce que c'est une des réponses que tu donnais. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, quelque part dans le jeu de rôle, il y a un peu la promesse que enfin, c'est la couche esthétique qui va primer sur la couche mécanique. C'est ça. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens attendent du jeu de rôle en fait. Très Et c'est intéressant. pour ça que dans cette discussion, j'éliminais les jeux dont l'interprétation humaine sert de manière de résoudre le jeu en fait. Bien sûr. Ouais, ça y est, je comprends. Type c'est Etoc, très type intéressant. Obscurio, type Mysterium. Là Je où... suis désolée, j'ai décroché. En j'ai gros, pas je disais, entendu. moi dans ma discussion, j'éliminais de mon propos les jeux où l'interprétation humaine sert à résoudre les actions. Ces Genre, ordinateurs pourraient pas y jouer. les ordinateurs pourraient pas y Peuvent pas jouer. jouer à En Mysterium. gros, c'est genre Ah oui, d'accord. les jeux Mais il où n'empêche quelle que est c'est quand votre même des jeux- quelle est votre Ce sont quand réponse même des préférée jeux où il y a parmi ce sont quand même des jeux où il y a du fluff parce que dans Obscurio et dans Mysterium par exemple il y a ouais une dans histoire derrière. Etoc, dans Dans Etoc, Mysterium tu dans, joues des voyants qui mais dans tous qui ces vont jeux-là, il y a faire une des séance de lumières. spiritisme. Dans l'Obscurio tu joues des magiciens perdus mais attends, dans une mais Natacha- bibliothèque labyrinthique. Enfin, je donne tout ça, là, ça dérive beaucoup, mais comment tu voudrais jouer à un jeu où la résolution des actions c'est qu'est-ce que tu préfères parmi ou quelle est votre phrase préférée ou et où les seuls éléments du jeu il y aurait zéro univers, ça serait juste des chiffres, des symboles géométriques avec des couleurs dedans. Ici, il n'y a pas tant de fluff que ça autour, par exemple. Alors, attends, les cartes. Oui, d'accord, les cartes elles sont très belles. C'est de mais l'interprétation pas- dans tous les sens. Ok, d'accord, c'est de l'interprétation, mais il n'y a pas d'histoire. Tu te dis pas, je vais jouer la voyante extra-lucide qui a un pendentif magique. Tu dis. Oui, mais la résolution des actions, c'est l'interprétation des joueurs. Et redécris-moi ça. Tu disais quoi Un jeu dans lequel on demanderait Ouais, aux joueurs, ouais. genre, c'est quoi C'est quoi ton chiffre préféré? c'est quoi ton chiffre préféré, quoi? Mais ça s'appelle pas les mathématiques, ça. C'est quoi, c'est Mais quoi non, l'élégance ça, c'est en la voyance- mathématiques? C'est la voyance extra-lucide, ça. Enfin, La c'est donner votre numérologie. chiffre préféré, votre signe astral et la gemme qui vous fait briller le cul dans le noir, quoi. Enfin, La gemme. Non, mais ce qui est marrant, vous c'est que fait- dans la définition que tu donnais au départ, je me disais, mais ça colle tellement bien aux mathématiques en général. Ces mathématiciens qui sont là. Moi, j'aime le beau, la belle équation, tu vois, où il y a le moins d'éléments possibles pour décrire le maximum C'est de vrai. choses. Il y a un côté c'est vrai. vraiment. En fait, on pourrait imaginer un Dixit où au lieu d'avoir des cartes illustrées, il y aurait des équations, tu vois. Et les gens joueraient des cartes avec des équations et puis tu donnerais un mot et il faudrait que c'est le mot qui colle le mieux à l'équation. Ça, c'est un trou noir. Oh, oui, c'est ça, c'est l'équation. L'amour partant de pluie. Oh oui, oh oui. Oh,
ça sera Vivien Féasson de le faire. Perdu sous la pluie en équation. Non, ça c'est l'enlèvement d'enfants partant de pluie. C'est pas. C'est encore plus subtil. Bon, merci beaucoup Adrien pour ce sujet de réflexion. Merci Flavie, merci Natacha. C'était vraiment passionnant comme discussion. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais, c'était cool. À très bientôt tout le monde. Bisous. Portez-vous bien et surtout Des jouez gros bien. bisous, salut.